Fondé en 2009 par Bob Iger, le D23 pour Disney est 1923, date de création de l'entreprise. Le D23 est le fan club officiel de la marque aux grandes oreilles. Mais il est davantage connu pour la convention qu'il se permet d'organiser tous les 2 ans du côté de la Californie. Et pour ces 10 bougies, l'événement n'a pas fait dans la dentelle. Une tonne de nouveaux projets ont été annoncés et vous vous en doutez, certains d'entre eux se déroulent dans une galaxie lointaine, très lointaine. Galaxy's Edge, Obi-Wan, The Mandalorian et bien sûr The Rise of Skywalker reviennent tout de suite dans ce 25e numéro de Outrider. J'y bouille, mais la gomme. Comme d'habitude, je ne suis pas parti dans ma mission en solo, j'ai recruté les meilleurs contrebandiers qui soient pour m'accompagner dans ce débrief de la D23. Il y a à ma droite Phobos, connu pour le hashtag #Phobos, mais aussi sa passion pour les parcs d'attractions en général, et Galaxy's Edge en particulier. Donc vous vous en doutez, elle va beaucoup apprécier cet épisode. Comment vas-tu, Phobos ? Eh bien écoute, ça va très bien, République, et toi ? Moi ça va tranquille, je vais parler de Star Wars, il y a de la bière, il y a des gyoza à base de bantos, de viande de bantos. Donc tout va bien, et d'autant plus que JB est là aussi, et sans mon copilote, vous le savez, je serais perdu, mais il est toujours là, donc ça fait plaisir. Bah écoute, moi je suis venu, il y a des beignets de palis, c'est ça, non ? Les palis c'est des fruits. Bah tu peux faire des beignets avec des fruits. C'est vrai, genre des beignets de pommes. Voilà. Ou des beignets à la confiture. Techniquement c'est des fruits la confiture. Des débats très importants dans notre idée. Est-ce qu'il y a des beignets de palis ? Il y en a. Trop bien. Un maximum. En parlant d'un maximum, il y a un invité qui a un maximum de connexion avec Outrider, puisqu'il a connu toutes les générations de comics blog, il a suivi l'évolution de Arts, il a suivi l'apparition de WikiLeaks, puis d'Outrider lui-même. Donc, c'est Benji ? Salut, comment ça va ? Tranquille. Et toi, mon Benji ? Eh ben très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Si, là, je suis starstruck. Ouais, t'as l'air un petit peu stressé, mais détends-toi, prends un gyoza au bantos. Alors, dis-moi, si je dis pas de bêtises, tu es un peu notre padawan quelque part. Ouais, absolument, si on veut dire comme ça. Bah, c'est vrai que ça fait super longtemps que je suis notamment ce que tu fais. C'est vrai que depuis que t'es passé à Comics Blog, Outrider, j'écoute beaucoup. Et puis, on a eu l'occasion de bosser ensemble ces derniers temps. Alors, dis-nous, qu'est-ce que t'as fait pour nous, mon bon Benji ? Benji, JB, ça va être compliqué. Non, je vous ai fait le jingle d'intro et le jingle d'outro de l'Outrider. Et on t'en remercie encore une fois. Et puis, si tu veux, je te ferai d'autres jingles. C'est vrai. Tu m'avais dit un jingle quiz, ouais, effectivement. Voilà, il te manquait un jingle quiz. Et puis, non, ça me plaît beaucoup de faire ces trucs-là dans l'univers de Star Wars, parce que c'est un univers que j'aime vachement bien. Et justement, tu me tends la perche, donc comment t'as découvert Star Wars ? Tu sais, c'est la question qu'on pose à tous nos nouveaux invités. Là, je pense que ça va vous faire bader, parce que dans la plupart des Outriders que j'écoute, j'entends les gens qui parlent de VHS, etc. J'ai regardé des VHS, moi j'ai commencé par pirater le premier film Star Wars. C'est ça, en torrent, en Blu-ray. Non, je plaisante. J'ai eu l'occasion de regarder des VHS, mais les Star Wars, j'ai découvert en coffret DVD. On a offert ça à mon père, qui était fan de la trilogie des années 80. Donc c'était le coffret, un assez joli coffret de la trilogie originale, et ensuite auquel on a ajouté la prélogie. Est-ce que c'est le coffret en argent et noir ? C'est absolument celui-ci. Okay, très bien. C'est, voilà, et avec cette illustration très comic book, très pulp, où Luke est très musclé, oui, ce qui n'est pas du tout cohérent avec le vrai corps de Mark Hamill. Et donc ouais, je les ai découverts comme ça, en les matant en étant petit, en les matant finalement un petit peu tous en même temps, même si j'ai découvert la trilogie originale un tout petit peu avant la prélogie. Donc, mais finalement pour moi Star Wars c'était quand même une saga de 6 épisodes. Voilà. Et t'avais quel âge quand la revanche des Sith est sortie en 2005 ? C'est une bonne question ça. Je suis pas allé le voir au ciné. Pas parce que j'avais pas l'âge, mais juste parce que j'avais la flemme, je sais pas pourquoi. Et pourtant, quand il est sorti en DVD, j'étais comme un fou. On me l'a offert à mon anniversaire et je l'ai maté pendant mon anniversaire. D'accord, le mec on a rien à foutre de ses potes. Non mais c'était horrible, c'est un des pires trucs que j'ai fait dans ma vie. C'est-à-dire que ça va, vraiment... t'es un mec raisonnable. Non mais vraiment, t'es sûr que t'es contrebandier ou parce qu'il y a quand même un CV à filer, il me semblait qu'il y avait des trucs un peu plus intéressants. Non, je suis plutôt... ouais, tout le monde était furax contre moi, je pouvais pas attendre de mater l'épisode 3, je l'ai maté dans le salon pendant que tout le monde était encore là.
Et donc non, ouais, Star Wars c'est un truc qui me passionne depuis très longtemps. Et puis l'avantage avec cette saga, c'est que tu t'arrêtes pas de la redécouvrir, parce qu'en fait t'as l'amour que t'avais pour la saga quand t'étais enfant, puis après tu découvres que George Lucas il s'est inspiré de Joseph Campbell, de Kurosawa, donc tu peux aller lire Campbell, Kurosawa, enfin tu peux aller mater les films de sabre. Et Star Wars c'est un truc qui revient voilà, régulièrement dans mon expérience culturelle, pop culturelle. Est-ce que ça reviendra dans ton podcast que tu as récemment créé, si tu peux nous présenter? Alors, parce que t'es pas musicien, étudiant, tu es musicien, étudiant et podcasteur. Voilà, depuis tout récemment, écoute, c'est super gentil de me tendre la perche pour l'auto-promo. Ouais, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Logos, qui est carrément sans thème, ou enfin, comme Fabrice de Twitter, que je salue, l'a bien résumé, c'est juste, j'invite des gens que j'aime bien pour parler des trucs que j'aime bien. C'est généralement les meilleurs podcasts. Bah ouais, c'est plutôt sympa, et honnêtement... Je suis pas sûr si t'invites des gens que t'aimes pas pour parler de trucs que t'aimes pas, si ça soit très intéressant. C'est ça, je suis pas sûr que ça marche. Ceci dit, j'ai peut-être une invitation à faire à Yann Moix. Non, mais parler de podcast, parler de Star Wars, ouais, pourquoi pas, mais finalement, étant donné que j'écoute ton podcast assez régulièrement, je ressens pas encore le besoin. Tu sais, je peux faire du guest starring, je suis un dalleux, moi. Plus je fais de podcast, plus je suis content, j'en fais 3 cette semaine. Tu sais, ce serait... Je l'ai aussi. Et Phobos aussi, donc voilà. En vrai, un des trucs auxquels je pensais assez sérieusement, étant donné que je suis en train de découvrir la trilogie MGS, ce serait d'inviter JB, qui a l'air assez fan de cette saga, pour en parler dans mon podcast. Un tout petit peu. Un tout petit peu. C'est pas comme s'il avait une veste, un porte-clés, des t-shirts, et qu'il arrêtait pas de me bassiner avec ça depuis qu'on se connaît, comme d'autres avant lui, notamment Alex Lecoq et Sullivan Rouault, pour ne pas citer de nom. Bref. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet de la D23, je voulais vous parler des annonces qu'on a eues un petit peu en amont, donc c'est-à-dire les bruits de couloir comme ça, qui se font d'un stand à l'autre, ou même des trucs qui ont été, entre guillemets, breaking par nos amis américains. Donc la première chose dont je voulais vous parler, c'était la fin de la série Star Wars en comics. Donc il y a une série, il était temps. Il y a une série Star Wars chez Marvel qui donc s'appelle juste simplement Star Wars et qui s'arrêtera en novembre à son 75e numéro. Donc quand même un long run depuis janvier 2015 jusqu'à novembre 2019, pendant que Benji essaye désespérément d'accrocher son gyoza au Bantos. C'est bon, il l'a eu. Et donc bref, Marvel va arrêter, j'ai envie de dire, un peu les frais avec cette série-là, ce qui correspond plus ou moins à la sortie des comics prélude à The Rise of Skywalker. Donc on va vraiment conclure j'ose espérer, cette partie-là de l'ère Marvel Star Wars pour aller vers d'autres choses. Rien n'a été annoncé au-delà de tout ça pour l'instant. Il y a des mini-séries qui suivront leur cours. Il y aura des tie-in à Résistance, sans doute à Jedi Fallen Order et sans doute à The Mandalorian, ou des mini-séries qui seront développées sur les persos-là, ça va paraître assez évident. Mais il n'y aura pas de film d'ici 2022, on le sait, ça a été plusieurs fois confirmé, donc il va falloir trouver du sang neuf et des histoires intéressantes à raconter. C'est pas gagné, mais qu'est-ce qu'on en pense du coup de la fin de cette série, si on en pense quelque chose, puisque c'est quand même un événement mineur à l'échelle de ce qu'on va traiter aujourd'hui. Ouais, je pense quand même que c'est une bonne chose qu'ils arrêtent, tu vois, c'est 75 numéros, c'est ça? Ouais. Entre eux, dont les derniers avec Greg Pak quand même. Donc on a 75 numéros entre eux, épisodes 4 et 5, ça fait beaucoup, et ils racontent plus rien en fait. Les personnages revivent la même chose que dans les films. C'est pas directement ça, mais c'était une mini-série ou un one-shot sur... il y a eu plusieurs one-shots sur le dos, elle revivait les mêmes événements que dans le dernier film, tu vois, donc faut qu'ils arrêtent un peu Marvel, là, qui passe à autre chose. Ouais, donc là tu parles des mini-séries Edge of Resistance, mais effectivement, ouais, j'aimerais bien qu'ils se détachent de ça. Après, le truc, c'est que maintenant on va arriver à on va acheter une pièce et c'est qui tout double, parce que là pour le coup, soit ils décident qu'entre 2020 et 2022, de toute façon il n'y a rien qui sort au ciné, donc ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, d'inventer des histoires, ou soit le story group dit bah non, tant qu'on n'a pas défini c'est quoi le nouveau Star Wars, vous faites des trucs qu'on connaît déjà. Et du coup on risque de se taper 2 ans de comics un peu médiocres de plus, en ayant en plus moins de connexion avec ce qui sort, tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ouais, mais c'est peut-être pas plus mal qu'ils puissent développer d'autres trucs, même si c'est entre 2 épisodes, mais qui changent d'entre 2 épisodes, parce que tu vois, par exemple 4 et 5 tout a été dit, par exemple l'arc de Kieron Gillen où il revenait sur Jeddah après qu'elle ait été en partie détruite par l'étoile noire était assez intéressant parce que ça se connectait au film.
et que ça. Oui, mais de manière intelligente, tu vois, ça se connectait pas en faisant refaire la même chose au personnage. Là, s'ils peuvent un peu sortir de ce cadre-là, qui est faire du remplissage entre deux sorties, c'est pas plus mal. Ok. Après, je t'avoue, j'ai aucun espoir. Hein, toi. Oui, non, mais moi non plus. Mais je vais jamais les lire, hein, ces trucs-là. On essaie d'être positif, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Ah oui, un truc un peu plus gros quand même, c'était Jabba. Non pas Jabba, mais Obi-Wan Kenobi qui vivent sur la même planète, Tatooine. Donc Obi-Wan Kenobi de retour, donc à la télé, qui est une rumeur, un bruit de couloir qu'on entendait beaucoup, que l'idée du spin-off Obi-Wan au cinéma serait recyclée en série pour Disney+. J'ai l'impression que ça fait depuis 2012 qu'on entend parler d'un truc dédié à Obi-Wan Kenobi, et officiellement au moins depuis 2015-2016, donc ça fait longtemps, et ça a été confirmé par Deadline puis The Hollywood Reporter. Oui, ça arrive bien sûr Disney+, et c'était seulement quelques jours avant l'annonce officielle entre guillemets à la D23, même si quand des sources comme The Hollywood Reporter se permettent de partager, on sait qu'on est à peu près safe. On en reparlera en détail dans le panel Disney+, mais je trouve que du coup en fait, c'est-à-dire que même en annonçant ce truc-là, après des années, tu vois, de rumeurs, ils ont ni créé le momentum à la D23, ni avec l'effet d'annonce The Hollywood Reporter. Parce qu'on aurait pu se dire, ok, s'il l'annonce juste avant la D23, c'est que, je sais pas, il va avoir des premières images où ils vont annoncer le cast et tout. Et en fait, non, c'est juste officiel. Après 4 ans de questions autour du retour d'Ewan McGregor. C'est ça aussi, c'est un projet où on est tellement au courant qu'il était dans les cartons, qu'il y avait eu ils y réfléchissaient, Obi-Wan, en film ou en série télé. Ça a surpris personne, en fait. Mm-hmm. C'est arrivé comme ça. Mais c'est pas un peu triste du coup, Phobos, t'en penses quoi toi ? De l'annonce en elle-même ou du contenu ? Des deux, je sais pas. Moi j'étais pas spécialement pour qu'ils nous refassent du Obi-Wan, parce que voilà, Star Wars, c'est aussi le moment où on dit allez, on passe à autre chose, on va voir d'autres persos, d'autres planètes, etc. Donc après, je pense qu'ils ont bien vu aussi la réaction du public, où chaque fois qu'il y avait une nouvelle rumeur qui refaisait surface, tout le monde était fou en mode ouais, on veut voir Ewan McGregor, etc. Et donc ça ne m'étonne pas au final qu'ils aient fini par dire ok, c'est bon, on y va quoi. Et en plus, c'est tout bénef pour eux, parce que je pense qu'ils ont déjà une fanbase assez énorme autour de ce projet, et vu que ça arrivera sur Disney+, personne sera là pour leur dire ça n'a pas marché au box-office et personne n'aime, ils pourront juste balancer, ils cacheront leurs stats et puis ça passera ou ça passera pas. Je doute que ça fasse plus d'une saison de toute manière, mais on en reparlera tout à l'heure. Nous allons passer à la seconde partie de cette D23, donc c'était pas avant la D23, c'est désormais tout ce qui suit, c'est passé pendant la D23. Alors nous n'y étions pas, c'est dur à dire, et ça me permet de pratiquer mon Chiruk, ma langue de Wookie. Phobos, c'est ton moment. Parce qu'une fois n'est pas coutume, d'accord. J'ai cru que Benji voulait attraper ma tablette avec ses 2 baguettes, mais non, il voulait attraper un beignet au pali. Bref, comme je le disais, une fois n'est pas coutume, c'est le point Phobos, dès le début, d'entrée de jeu, après l'introduction, elle est déjà là, enfin presque, mais ça y est, elle est enfin prête à vous parler des annonces sur Galaxy's Edge, dont celle de l'hôtel. Tout à fait. Immersif, que tu nous as servi à maintes reprises et qui pendant un temps semblait avoir disparu, je pense qu'on peut le dire. Mais c'est bien, maintenant vous savez le prix. Donc tu sais combien de temps tu vas devoir manger des pâtes pour oui, c'est clair. Non, mais le prix n'a toujours pas été annoncé officiellement, mais ce sont des rumeurs. Après, mais tu pourras en parler. Mais présente-nous du coup ce concept d'hôtel immersif pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents ou qui se demandent en quoi c'est immersif. Tout à fait. Donc, on le sait maintenant très bien. Il y a un land Star Wars à Disney World et à Disneyland. Et très tôt, il y a eu des rumeurs comme quoi il y aurait un hôtel Star Wars. Alors, on savait pas trop si c'était juste un hôtel thématisé ou quelque chose de plus, et effectivement là on a enfin eu beaucoup de confirmations pour cet hôtel qui sera en fait un vaisseau puisque l'expérience s'appelle Galactic Star Cruiser, et les invités pourront rentrer à bord de ce vaisseau qui s'appelle le Halcyon. C'est littéralement comme une croisière dans l'espace, puisque cette expérience durera 2 nuits, pas une de plus, pas une de moins, donc vous n'aurez pas vraiment le choix sur combien de temps vous pouvez rester dans l'hôtel. Tous les gens arrivent en même temps, repartent en même temps, et l'expérience est totale, c'est-à-dire que voilà, vous descendez de votre voiture, et là vous arrivez dans un astroport, vous prenez une navette, vous décollez pour l'espace, et vous allez arriver sur le Halcyon, qui est donc cette espèce de croiseur de luxe dans l'espace,
l'espace. Il est magnifique d'ailleurs, le design du vaisseau est vraiment réussi. Voilà, on a pu voir à la D23 un petit modèle de ce à quoi est censé ressembler le vaisseau, parce que je vous laisse imaginer qu'en vrai c'est juste un espèce d'énorme cube blanc. Mais dedans, ça a l'air effectivement très joli. On a vu de nouveaux concept art. Tu crois qu'ils vont pas construire au moins une partie du vaisseau ? Ce serait quand même délire. Ah, peut-être un peu, une partie de l'extérieur. Après, j'imagine que l'entrée sera plutôt sympathique quand on arrive, façon voilà, vraiment astroport. C'est un et peu tout. le Titanic de l'espace, quoi. C'est un peu le Titanic de l'espace, effectivement, parce qu'on sera à bord d'un... une meilleure réussite quand même. A priori, il y a des interactions avec le First Order quand même. Enfin, c'est un vaisseau entre guillemets neutre, donc des troopers peuvent débarquer. Tout à fait, et donc pour pousser... Kylo Ren peut venir dans ta chambre. Enfin... Pour pousser l'immersion, ah bah pour le prix j'espère bien. Au-delà des décors, on nous apprend qu'il y aura un crew qui sera alien. Alors est-ce qu'il y aura vraiment des gens dans des costumes d'aliens et tout sur place ? Est-ce qu'on pourra se faire servir un petit cocktail par une Twi'lek dénudée ? On ne sait pas. C'est à vérifier. Mais il y aura également des personnages qui seront présents. Donc on nous annonce des interactions avec notamment Rey, Chewbacca et Kylo Ren, et potentiellement aussi les Stormtroopers du First Order qui seront là, et il y aura des histoires dans le vaisseau. Vous pourrez donc roleplayer un personnage de la galaxie Star Wars si ça vous intéresse. Et voilà, on nous explique qu'il y aura des interactions avec les autres passagers, avec justement l'équipage, qu'il y aura des cachettes à découvrir dans ce vaisseau, et qu'il y aura tout un tas d'activités comme par exemple des entraînements au sabre laser. Ou alors, vous pourrez même apprendre à piloter le vaisseau. Voilà, et donc durant ces 2 jours, vous aurez l'occasion de faire une escale à Batuu, bien sûr, forcément, pour aller visiter Galaxy's Edge. Et que dire de plus ? Le prix, peut-être, quand même, puisque les premiers tarifs, ce sont des rumeurs, hein, c'est pas encore officiel, mais c'est quand même assez précis, donc je pense qu'on sera à peu près dans ces eaux-là. Et donc les prix commenceront à $3,300 par personne. Pour voilà, 2 nuits dans une cabine avec vue sur l'espace. Ouch. C'est all inclusive, hein. Une fois que vous avez payé ça, vos cocktails et vos repas sont inclus dedans quand même, on est sympa. Mais voilà, autant vous dire... Est-ce qu'il te file un costume si tu veux jouer ou quoi ? Eh bien, c'est une bonne question, parce que sur chapeau tous les blanc, concept chapeau art, il s'avère que les gens sont en costume. Donc il est possible qu'il y ait un bout de costume qui soit inclus dans ce tarif. Là, tu mets tarif premium si tu veux être un Mandalorien, tu vois, genre... Voilà, donc ça c'est pas de date pour l'instant d'ouverture, c'est encore en construction, on imagine... Enfin, c'est même pas en construction d'ailleurs. Si, ils ont commencé les fondations. Ouais, ok. Donc voilà, on imagine une ouverture plutôt en 2021 probablement. Voilà, et on Qu'est-ce verra. qu'on a appris d'autre sur Galaxy's Edge, parce qu'il y a eu un gros panel sur les parcs Disney dimanche. On fait pas dans l'ordre d'ailleurs, si vous écoutez encore ce podcast et que vous posez la question mais quand est-ce qu'ils vont parler de Star Wars 9 et tout spoiler ces bâtards, ça sera la fin du podcast, donc si vous avez peur, continuez d'écouter ce podcast, j'espère que vous n'avez pas arrêté entre temps, et puis voilà, on reprend sur Galaxy's Edge. Tout à fait. Parce qu'il y a eu un gros panel dimanche avec plein d'annonces sur tous les autres parcs Disney, sur les croisières, etc. Mais également beaucoup sur Galaxy's Edge, et notamment sur le ride Rise of the Resistance, qui est annoncé vraiment comme la grosse attraction du Land Star Wars, et qui ouvrira le 5 décembre en Floride et le 17 janvier prochain du côté de Anaheim. Et on a eu des nouvelles images, vous pouvez aller voir, il y a un petit trailer qui est sorti avec des images très impressionnantes. Les journalistes qui ont pu visiter. Du coup, le Rise of the Resistance ouvre plutôt dans le parc qui a été construit plus tard. Tout à fait. Ok. Ce qui a bien fait râler les fans du côté de la Californie. Oh là là, nous on est en Californie, il fait trop chaud. On doit attendre 15 jours pour dépenser $2,000. Mon armée. On imagine que c'était stratégique d'ouvrir début décembre pour éponger, on va dire, les foules gargantuesques qu'il y a à Noël à Disney World, qui atteint sa capacité de manière régulière. Et donc, dans les nouvelles images, on a pu voir l'attraction en action. Ça a l'air vraiment très très beau, et ils ont révélé en quoi consisterait la dernière partie de l'attraction, parce que c'est une attraction en 3 parties, et on nous apprend notamment qu'il y aura une chute libre façon Tour de la Terreur, et que vous vivrez ce moment où en fait vous vous évadez du vaisseau dans un escape pod, et que ça sera très réaliste pour le coup, puisqu'il y aura vraiment une chute, voilà, même probablement plus forte que la gravité. Ok, et j'y vais pas. Deuxième chose, est-ce que du coup tu penses que par rapport aux rumeurs qu'on avait, comme quoi ça durait quasiment une vingtaine de minutes, ça te paraît réaliste par rapport à tout ce qu'ils ont dit, ou ça sera plutôt... Je pense effectivement que
l'expérience totale, donc c'est-à-dire faire toute la queue qui se commence dans la forêt en marge de Batuu où la résistance s'est installée. Ensuite, vous rentrez dans une grotte. Ensuite, vous avez au moins une ou deux salles où vous avez des messages avec BB-8, Podameron. Ensuite, vous êtes arrêté, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de scènes et on imagine que effectivement, ça avoisinera vraiment les 20 minutes, une demi-heure comme annoncé au début. Parfait. Messieurs, une petite note d'intention sur Galaxy's Edge. Vous aimez, vous n'aimez pas un petit commentaire, quelque chose de cynique? Ah bah non, pas cynique, mais moi je suis en train de remater Westworld, donc je suis un peu dedans, tu vois. Du coup, pour le meilleur ou pour le pire? Parce que Westworld, il y a des trucs qui a l'air pas mal, mais ouais, ça part en couille vite fait. Ça part quand même en couille assez vite. Là, a priori, je pense pas que tu puisses tuer les guests. Ouais. Je sais pas, je trouve ça marrant, tu vois, d'aller dans un bordel avec des Twi'leks et puis les éviscérer avec un sabre laser, mais après, bon, ça c'est juste moi. Bref, on passe au panel Disney+. Disney+, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le service de streaming entièrement conçu par Disney, par et pour Disney, avec tout ce que Disney possède, ou presque, tout ce qui n'a pas une ratification, une notification, je sais pas comment dire. Tout ce qui est PG-13. Voilà, tout ce qui est PG-13 ou moins, mais pas plus. A priori, ça partira sur Hulu, qui est aussi un service de streaming, mais qui cette fois n'a pas été créé par Disney, mais a été racheté par Disney, puisque Disney contrôle tout, y compris ce podcast. D'ailleurs, je vois Bob Iger sur le canapé. Ouais, Bob, ça va ou quoi? Je sais pas pourquoi je fais un accent, mais bref, peu importe. Disney+, donc arrivé en grande pompe parce que il fallait montrer que malgré tout ce qui avait déjà été annoncé, que sur la plateforme il y allait avoir du lourd. Donc on a eu pas mal de lourd du côté de Marvel notamment, mais aussi forcément du côté de Star Wars. Alors le trailer était attendu, celui de The Mandalorian, et on espérait aussi avoir un petit peu plus d'infos. Bon, on sait que c'est le 12 novembre, que ce sera publié de manière hebdomadaire, donc quasiment jusqu'à la sortie voire même un petit peu après la sortie de The Rise of Skywalker. Maintenant, on a quand même commencé avec quelque chose d'autre dont on a déjà parlé, puisque c'est la série Obi-Wan Kenobi, annoncée par Kennedy, qui a fait venir Ewan McGregor sur scène. On sait qu'elle se déroulera entre les deux époques de Solo, donc techniquement c'est plus proche de Rebels que d'Un Nouvel Espoir, et je crois que, pour être exact, c'est 8 ans après la revanche des Sith, donc ce qui n'est pas tellement déconnant avec l'âge d'Ewan McGregor. Tout ça pour dire que c'est sans doute un recyclage du projet de film, on imagine qu'ils ont développé pas mal d'idées, il y a eu plusieurs noms qui ont été attachés à ce projet-là, je pense qu'ils n'ont pas tout jeté à la poubelle. Par contre, il y a quelque chose que je ne sais pas, c'est ce que vous en pensez. Mon petit Benji, je vais te filer la parole, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, déjà c'était un projet que tu attendais, et 2, est-ce que tu penses que ça a du potentiel, ou non? Alors, oui, pour le coup, c'est un truc que j'attendais, parce que je pense que le truc que j'ai toujours aimé dans la prélogie, et même en ayant un regard critique dessus plusieurs années après l'avoir découvert en étant enfant, c'est Ewan McGregor. Et je sais que c'est comme Phobos disait, c'est vrai que ça fait un long bail qu'on en parle d'un film Obi-Wan, puis d'une série Obi-Wan. Il y a beaucoup de gens qui étaient un petit peu blasés là-dessus, mais moi je pense que l'interprétation d'Ewan McGregor sur le personnage, elle est suffisamment précieuse et importante selon moi au lore Star Wars pour que ça vaille le coup de le revoir camper le personnage. C'est vrai camper que est le bon mot, parce que je pense qu'il va effectivement camper. Ouais, absolument. Et c'est vrai que justement sur ce que tu dis, la grosse question qui se pose, ça va être celle de ce qu'il y a à raconter. Est-ce qu'il y a des choses à raconter sur la vie d'Obi-Wan à Tatooine? Moi, j'avoue que je suis un tout petit peu déçu, un tout petit peu frustré qu'ils aient choisi de terminer l'arc de Dark Maul dans Rebels. Parce que du coup je sais pas si on peut spoiler Rebels. Oui, Rebels ça fait un certain temps. Il y a prescription. Non, parce que et évidemment c'était du bon droit de Filoni de terminer ça dans sa série, étant donné que la résurrection de Dark Maul, c'est lui qui l'avait engagé dans The Clone Wars. Et en plus d'ailleurs l'épisode est top. Ouais. Je pense qu'on reparlera, on aura l'occasion de reparler un petit peu de duel Star Wars quand on parlera des petites images qu'on a eues dans le trailer de l'épisode 9. Mais le choix, je trouve assez fort d'en faire un duel vraiment samouraï, un truc pas du tout prélogie où il n'y a aucun échange, enfin il y a 2 échanges de coups de sabre, très très beau, très bel épisode. Mais c'est vrai que moi, si j'avais dû pitcher un film Obi-Wan,
ça m'aurait semblé être un troisième acte hyper hollywoodien, tu vois, de faire revenir Dark Maul, même si c'est un peu fanboy, c'est peut-être un peu teubé, si c'est bien traité. Bon, après sur le format série, c'est peut-être un meilleur format pour traiter Obi-Wan, parce que c'est vrai que un film, t'as besoin d'une intrigue très forte, en tout cas un film Star Wars, c'est à la limite un film de Jean-Luc Godard, pourquoi pas, tu peux te permettre de juste filmer des gens qui mangent, mais bon. Non, le format série, ça m'intrigue. Voilà, je suis très content de voir Ewan McGregor et surtout j'ai hâte qu'on entende plus de news, qui est-ce qui va réaliser, qui est-ce qui sera à l'écriture, et je pense que ça va se décanter tranquillement, et en tout cas moi je suis très hypé. Ok. JB, Phobos, une réaction? J'avais pas d'intérêt quand ils en parlaient en film, donc maintenant que c'est en série, j'ai pas plus envie de voir ça, quoi. Comme Benji disait, les arcs narratifs d'Obi-Wan ont tous été clos et plutôt bien, donc ça va rouvrir quelque chose pour le fermer vite parce qu'on sait ce qui lui arrive après. Je sais pas, moi je suis content qu'Obi-Wan on lui donne du temps pour vivre en ermite, tu vois. Et là, de lui rajouter une série, de lui rajouter des trucs, ça casse un peu ce côté-là de Ben le fou qui vit dans la montagne sur Tatooine, tu vois. Bah, sauf si c'est une plongée dans la folie du personnage, tu vois, mais je doute que ça soit quelque chose dans le genre. Ouais. Je pense que ça va plutôt être épisode 1, je fracasse des Tusken, épisode 2, où il y a des Stormtroopers qui se rapprochent un peu trop de la maison de Lars, donc je vais les fracasser. C'est pas très intéressant, quoi. Bah, c'était pas intéressant en film, et moi la perspective de l'avoir en série, ça ouvre des potentialités au niveau de la narration. D'un autre côté, ça étire aussi le truc, quoi. Ça veut dire que ce qui aurait pu être un exercice de style vite fait, genre film de samouraï, par exemple si t'avais Dark Maul, effectivement, limite ça se tenait. Là, je me dis, putain, le gars il va contempler le Binary Sunset de Tatooine pendant 2 heures. Alors après, je sais pas, il peut avoir des flashbacks, il peut avoir comment il apprend à revoir Qui-Gon Jinn, et tu me fais péter un Liam Neeson, tu vois, en fantôme de la force, et ça devient nimp, tu vois, mais limite du coup ça devient, enfin je serais curieux, mais en l'état moi je trouve déjà c'est super tard, genre franchement pour l'avoir annoncé, après je peux comprendre, hein, mais peut-être qu'ils auraient pu nous dire oui ça arrivera un jour en série, il faut juste qu'on ait ci ou qu'on ait ça, je sais pas, mais juste je trouve pour donner un exemple parallèle qui parlera pas à tout le monde, c'est un peu en ce moment, toi JB tu comprendras, Games Workshop qui a teasé l'armée de sorts de bataille qui est des figurines en métal depuis des milliers d'années, et ils ont teasé qu'elle arriverait en plastique, je sais pas, il y a peut-être 4 ou 5 ans, et genre maintenant quand elles vont sortir, j'ai l'impression que les gens les ont tellement attendues qu'ils le veulent plus en fait, tu vois. Je pense qu'il y a un effet juste humain là-dedans, la fatigue de l'attente, quoi. C'est genre, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'attendre 5 ans, et surtout si c'est pour, imagine ça marche, moi j'ai un peu peur que du coup ça va être tourné en 2020, donc on aura ça sans doute en 2021 ou fin 2020. J'ai pas envie de me dire ok, maintenant on a clos la page de la saga Skywalker, par contre on va avoir une série sur le moindre personnage qui a croisé leur route, c'est un peu relou, quoi. Ça sera pas très intéressant. Après je pense que le faire comme ça sur Disney+, c'est aussi un moyen d'aller... C'est un bon move pour eux. C'est un bon move pour aller parler un peu on va dire aux fans qui sont opposés à la trilogie actuelle, pour dire regardez, on a aussi des produits pour vous, il y a du Star Wars pour tout le monde. Parce que voilà, ça c'est des gens, je pense, qui sont. Mais je vois pas trop ce que ça peut raconter en fait. Non, mais oui, c'est ça le problème. Il y a plein de gens qui me disent ouais, mais c'est super conceptuel et tout, mais tu sais qu'ils vont pas. Non, mais tu sais qu'ils vont pas faire ça. Enfin, je demande à voir. Hein, ça se trouve Mandalorian, ce sera vraiment gritty et tout, mais j'ai l'impression que c'est plus des notes d'intention et ça restera PG-13. Donc j'ai du mal à imaginer qu'ils vont faire une série de 8 épisodes sur Obi-Wan qui est dans un délire complètement métaphysique, tu vois. Genre non, je pense que ça sera. Ils vont pas faire du Lynch sur. Bah non, mais limite c'est ce qu'il faudrait. Enfin, tu vois, des vrais beaux épisodes concept, des trucs comme ça, quoi. Nicolas Winding Refn qui filme Evan Gregor dans le désert pendant 2 heures. Non, mais du coup, en fait, je suis super d'accord avec les deux réserves que vous avez émises, parce que même si, globalement, comme je viens de le dire, je suis plutôt hypé et je suis plutôt intrigué, c'est vrai que d'une part, trop d'attentes, ça tue l'attente. Et en plus, moi j'ai fait le mauvais choix d'un petit peu trop suivre la communauté fan de Star Wars sur internet, tu sais, je sais pas, les gens qui font des mèmes sur Reddit, etc. Et je les trouve... sombres. Non mais c'est ça, je les trouve souvent très chiants. Très réac, très machin, et souvent c'est les plus réac qui tournent autour de Obi-Wan, Ewan McGregor, tu vois, ce même complètement mort de Hello There, tu sais. General Kenobi. Voilà, exactement. Et c'est vrai que le fait de me dire que en fait, d'une certaine manière, ça me gêne de me dire que ça va faire plaisir à cette frange-là du fandom, ce qui est un petit peu, enfin, un peu tordu comme mentalité. Ça aurait pu être pire, ils auraient pu le recast. Ah oui, non, mais alors ça complètement. Et sinon, par contre, ce que tu disais, JB, ça m'interpelle aussi parce que moi, je pense que
si t'es créatif, il y a des choses à inventer par rapport à ce que Obi-Wan peut faire sur Tatooine. Par contre, c'est vrai que ça pourra peut-être un petit peu amoindrir l'arc de son personnage. Ce qui était le cas dans Solo, par exemple. Oui, bah, quand tu sais que c'est un gentil depuis le début, l'arc d'un Nouvel Espoir, il a plus trop de sens, quoi. C'est ça, bah, absolument. Et c'est le problème de gérer des grosses sagas comme ça, c'est que c'est vrai qu'en fait, sur le plan du storytelling, sur le plan purement théorique, c'est hyper cool de dire que ce mec, il a rien fait de sa vie entre la revanche des Sith et un Nouvel Espoir, tu vois. Il était sur une planète de sable, et je sais pas, il buvait du lait, il disait peut-être bonjour à des gens qui passaient par là. Il a rien fait de sa vie, et c'est pour ça que c'est devenu un vieux sorcier. C'est surtout que si t'en fais une espèce de justicier, ça marche pas. Si tu fais le plan iconique de Rebels où il surveille la ferme de loin, ça marche pas. Tu peux pas faire ça 1000 fois, en fait. Tu pourras peut-être le refaire une fois en live action et tu diras ok, ouais, c'est beau et tout, parce que tu le vois déjà le money shot du trailer, tu vois, avec à la fin un petit gamin qui court dans le désert. Mais nique sa mère, j'espère que le gamin il aura un petit bob. Non, mais j'ai pas envie de voir Obi-Wan, tu sais, qui va sur son cultivateur d'humidité là tout le matin pour faire pousser des champignons. Enfin, genre, je sais qu'il y a Bastien qui était avec nous là pour l'épisode sur l'écriture qui avait l'air chaud et je suis d'accord avec lui. En fait, l'exercice et les contraintes, c'est aussi sous la contrainte que la créativité parfois naît, tu vois. Mais c'est juste qu'en fait, là, c'est même plus des contraintes. C'est genre, t'as une série tout un arc des specials de la série de comics qui traite de ça. T'as Rebels qui conclut ça, et tu sais d'après le canon Star Wars, en tout cas, c'est pas le head canon, mais ce qu'on comprend entre les lignes, c'est qu'il a rien fait, tu vois. Donc tu peux pas le faire sortir de la planète, tu peux pas lui faire des trucs trop incroyables non plus. Et en fait, les bonnes idées, elles sont dans le comics de Jason Aaron, quoi. C'est à un moment, il y a des brigands, il laisse les gens se faire tabasser parce qu'il faut pas qu'ils se fassent repérer. Il se fait lui-même tabasser, il n'utilise pas ses pouvoirs. Il surveille Luke de loin, il éloigne les Stormtroopers en utilisant la force. Enfin, en gros, en 15 pages, t'as toutes les bonnes idées que tu peux avoir dans ta série. Enfin, à mon sens, je demande qu'à être surpris, mais j'ai du mal à croire qu'ils iront. Je pense que s'ils veulent faire ça intéressant, il y a que un truc conceptuel et un peu limite avant-gardiste à faire, mais je suis pas sûr qu'ils aient les couilles, à défaut d'un autre mot, pour le faire. Phobos, t'en penses quoi ? Je pense qu'il peut y avoir de la valeur aussi dans l'exploration du quotidien, et pour le coup, en fait, c'est une série fanfic, tu vois. C'est genre, est-ce que t'as envie que ce soit Obi-Wan qui te permette d'explorer le quotidien de Star Wars et pas, je sais pas, Ezra ou des personnages de Rebels ou de Résistance, tu vois, qui sont des gens normaux, tu vois. Obi-Wan, c'est pas un personnage normal, tu vois. Ouais, mais du coup, là, il va être obligé... justement de se mettre dans une espèce de normalité et on sait qu'il va sûrement trouver ses routines, etc. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément le truc qui m'excite le plus. Après, c'est pour voir Ewan McGregor, la peau battue par le sable, qui regarde au loin le soleil couchant. Il a eu un petit glow-up là, dans sa vieillesse, quand même. Quand il est revenu sur scène à la 23, il est choupi, quoi. Donc non, mais c'est le seul truc qui va me faire regarder cette série. Enfin, très honnêtement, c'est pour lui, c'est parce qu'il incarne déjà que The Mandalorian, tu voulais voir que quoi. avec Pedro Pascal, mais depuis qu'on sait à quoi il ressemble, c'est un peu compliqué quand même. Il y aura sa voix, mais c'est à peu près tout. Non, mais les derniers trailers m'ont bien convaincu. Ok. Eh ben, on embraye. Bah oui. The Mandalorian, donc la première série Star Wars en live action, aussi le premier produit entre guillemets Star Wars filmé aux États-Unis, à Los Angeles directement, donc qui arrivera sur Disney+, premier épisode le 12 novembre 2019 aux États-Unis, printemps 2020 en France, mais je pense qu'on trouvera un moyen d'aller aux États-Unis pour voir les 8 épisodes de la saison 1 avant ça et vous en parler. D'ailleurs, ça va finalement aussi un petit peu interroger notre façon de consommer Star Wars, nous, podcasts et autres journalistes culturels, puisque ça sera un épisode, 1 heure de Star Wars par semaine, ce qui est quand même plutôt cool. Comme à la télévision à l'époque d'avant. Ouais, comme à l'époque d'avant. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait interrogé notre façon de faire aussi en ayant 8 heures à regarder d'un coup, mais il y aurait aussi eu cet effet, un produit en chasse un autre de Netflix, tu vois, où au final, c'est Star Wars, mais si ça disparaît en un week-end comme Stranger Things saison 3 ou que sais-je, c'est pas très intéressant. Donc là, moi je suis assez content de ce rythme de diffusion, mais je vais laisser la parole à Phobos puisque c'est ce que je devais faire à la base, et en lui demandant qu'est-ce que tu as pensé de ce trailer qui est officiellement le premier trailer, même si on avait vu une grosse scène plus un trailer leaké à la Star Wars Celebration 2019. Agréablement surprise par le ton. Enfin, je trouve que le trailer en lui-même, en fait, il est assez cool. Il n'y a pas de paroles mis à part une phrase à la fin. Avec cette petite zik là qui a des échos presque James Bondiens. Moi j'ai bien aimé.
Je me demandais si la musique, justement, elle était déjà composée par Ludwig Göransson, qui a fait la bande-son de Black Panther. Parce qu'il y a quand même un bail, comme une sorte de thème, en fait, avec c'est des espèces de petits toum, 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 toum. Et du coup, je me suis dit, genre, ça pourrait être stylé qu'il y ait une espèce. Parce que c'est presque plus électro. J'ai l'impression que instrumental, comme on peut l'avoir dans les autres Star Wars. Moi, ce podcast. Non, mais ma théorie, parce que du coup, j'y ai pensé en le voyant dans le programme et j'étais content que tu l'aies mis parce que Ludwig Göransson, c'est un mec que j'adore. Vraiment, que je suis depuis l'époque de Community. C'est un mec notamment qui bosse très bien sous contrainte, parce que tu vois, quand il bossait sous Community, il devait faire de la musique hyper formatée, sitcom. Et d'ailleurs, je conseille à personne d'écouter la musique hors contexte de la série, parce que c'est très niais, c'est très musique d'ascenseur. Mais en fait, à l'intérieur de ces contraintes-là, il arrive à mettre des thèmes et des trucs très émouvants qui vont vraiment te faire bosser les personnages. Il y a un côté un peu gritty qu'on ressent avec l'image, mais aussi la musique et cette espèce de menace ambiante. Carrément, et en fait, je trouve que dans cette bande-annonce, il y a un joli motif musical, et c'est vrai qu'il y a un truc un peu original qui se dégage, mais j'ai l'impression que sur le reste, une fois que tu as les violons qui arrivent et les percussions, etc., c'est vachement plus générique. Du coup, ce que je me dis, c'est qu'il a dû commencer à bosser sur la musique et il y a moyen que ce soit un motif qu'il ait composé, mais que le reste derrière, quelqu'un le reste de l'arrangement, c'est un mec qui fait des bandes annonces. On sait que ça colle aussi assez bien avec ce logo animé où il y a sa cape qui révèle le logo, ce qui est quand même un truc assez nouveau aussi à l'image à l'échelle de Star Wars. Il y a même le fameux Official Series, j'ai fait remarquer ça à Phobos tout à l'heure en disant ils sont obligés de mettre Official Series puisqu'il n'y a jamais eu de série live action Star Wars, genre c'est pas un fan film ou c'est pas un truc comme ça genre Legends qu'on vous ressort parce qu'on l'a jamais sorti avant. Mais bref, donc du coup tu disais que ça t'avait plu. Bah ouais, et puis j'ai été agréablement surprise, je pense, par justement le côté un petit peu sombre. Alors même si on sait qu'en étant sur Disney+, ça sera PG-13, on a vu quand même 2-3 images qui sont un peu dark, genre toutes ces cases de Stormtrooper sur des pics où le mec qui se fait littéralement couper en deux par une porte qui se ferme sur lui. C'était le money shot du trailer. Tout à fait, et j'étais là, waouh, ok, c'est assez violent, et surtout que c'est un truc qui me traumatise dans les films Star Wars depuis que j'ai eu cette scène dans l'épisode 1 avec la porte qui se ferme hyper vite. J'étais là, putain, mais c'est trop dangereux comme truc, genre je suis sûre qu'il y en a un qui va finir blessé là. Et ça ne manque pas, je trouve ça hyper drôle qu'ils utilisent ce truc là en fait pour achever un adversaire, quoi. Et puis le gimmick de si tu tires sur un interrupteur ça l'actionne, quoi. Oui, tout à fait, ce qui est très Star Wars. Très grand gimmick Star Wars. Ok, JB, t'as aimé? C'était beau. Je trouvais ça donc super on rappelle beau. que Greg Fraser, je crois qu'on l'a annoncé en fait autour de la D23 que c'était lui le directeur photo de la série. Il est directeur photo sur Rogue One, donc il a déjà fait du Star Wars et il sera bientôt sur The Batman de Matt Reeves. Ça fait plaisir de voir des belles images de la série parce que ce qu'on avait vu la dernière fois, les trucs leakés, ça m'avait bien énervé. Dans le sens où, même en termes de com, j'avais pas compris pourquoi ils avaient pas balancé le truc proprement sur internet 2 ou 3 jours après. Mais là, moi ça m'a vraiment donné envie. Ça raconte pas grand chose, le trailer élément d'intrigue, mais donc voilà, si vous voulez pas vous spoiler, vous pouvez quand même le regarder parce que ça dévoile rien sur l'intrigue, ça donne juste des belles images. Et moi, ça m'a bien donné envie encore plus de regarder la série. Tu vois. Je pense pas qu'il faille attendre une intrigue colossale dans The Mandalorian, en tout cas dans la saison 1. Je pense que en ayant en plus un Filoni qui collabore beaucoup avec Favreau aux manettes, je pense qu'on va avoir quelque chose qui tient plutôt de l'installation, la présentation des personnages. Et d'après ce qu'on avait eu du côté de la Star Celebration, il est engagé par un mec pour collecter des primes, sauf que il a partagé les différentes têtes entre d'autres chasseurs de primes pour être sûr de récupérer un maximum de gugus. Et tu le sens gros comme une maison qui va devoir s'allier à s'affronter avec d'autres chasseurs de primes et avec des reliques de l'Empire au milieu de tout ça, parce qu'on le rappelle, ça se passe 7 ans après le retour du Jedi. D'ailleurs, on a la présence de Juan Carlo Desposito dans le trailer, dans cette tenue noire avec des Death Troopers, donc qui a priori sont plus ou moins des soldats un peu brainwashés / zombies dans le lore de Star Wars, donc c'est pas étonnant qu'ils continuent d'être loyaux à l'Empire. Et de l'autre côté, on a Werner Herzog avec son armée Stormtrooper classique au milieu du désert. Franchement, il y a l'air d'avoir une galerie de gueules, ça plus le côté un peu trashos de certains. On avait aussi le casque de Stormtrooper qui volait en éclats en prenant un coup de batte dans le premier trailer leaké. Je pense qu'il y a quand même 2-3 trucs qui
mine de rien, d'après, enfin, je veux dire, Star Wars dans nos têtes, c'est quand même un truc assez familial et assez tranquille. À part Anakin qui brûle et Dark Maul qui se fait couper en deux, ça reste plutôt tout public. Et mine de rien, passer dans un côté un peu plus couillu, nerveux, trashos, je pense que ça peut faire la différence sans forcément qu'il y ait besoin d'effusion de sang, même si j'aurais trouvé ça rigolo que ça soit vraiment rated R à l'art d'Ardeville avec des mecs qui s'excitent sur des Stormtroopers, tu vois, mais tu sais que ça y aura pas, et puis c'est pas sûr, parce que tu mets du sang que la série va être mieux, tu vois. Non, donc, bien sûr. Et mais je trouve ça intéressant de raconter un truc même un peu plus, on va dire, dark, même si j'aime pas te dire oui, c'est débile, dark, mais voilà. C'est trop dark, voilà, trop dark, trop edgy et tout, où tu puisses toi, imagine t'as découvert Star Wars quand t'étais gamin, là t'arrives, t'es adolescent, on te met ça, tu vois, ça te fait une vraie progression dans les œuvres, mais tout en étant un truc que tu peux montrer à des ados qui ont 11 ans, 12 ans, toi, sans qu'ils soient oui mais c'est niais, c'est pour les enfants, tu vois. Ouais, c'est là que pour ça l'instant peut accompagner les gens vers la découverte après d'autres choses. Je trouve qu'il y a une belle note d'intention là-dessus, parce que c'est vrai qu'effectivement ça t'accompagne ou ça t'emmène dans un autre entre guillemets Star Wars. Alors on a déjà un peu vu, parce qu'à chaque fois ils nous disent oui ça y est c'est le western Star Wars, et on dit ça de tous les films, toutes les productions et tout, ça me casse les couilles, que c'est un poncif qu'il faut vraiment arrêter d'utiliser, mais c'est vrai que là on est dans un côté bounty hunting avec donc on voit aussi moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est toutes les plaques de carbonite, ce qui a pas trop de sens parce qu'a priori la carbonite au départ c'est un truc un peu exceptionnel dans l'Empire contre-attaque, mais je trouve ça hyper stylé, l'espèce de vaisseau. Ça a l'air comme super compliqué pour mettre un mec dedans, ouais, donc c'est clair. Là, on n'est pas sûr que ça va marcher, il peut mourir et tout, là il y en a une file. Ouais, mais bon, le plan il est classe quoi. Il y a beaucoup de plans et une ambiance assez lourde qui je trouve même tu vois dans l'idée de ni plus ni moins d'avoir des nazis qui se baladent en liberté dans les confins de la galaxie, je trouve ça assez stylé, tu vois, de se dire que à un moment les mecs vont essayer de foutre la merde et je sais pas, il y a cette galaxie, enfin du coup c'est un mauvais terme, mais cette galerie de personnages assez qui a l'air assez haute en couleur quoi, et franchement moi ça m'intrigue à fond dans ce côté. Bon, déjà en termes de storytelling ça va être très différent, mais aussi dans les types de personnages que ça peut présenter et la manière de représenter les combats, la dureté aussi de l'univers de Star Wars, ça peut vraiment être chouette quoi. C'est pour ça que peut-être qu'Obi-Wan Kenobi a une carte, quand ils ont annoncé The Mandalorian j'imaginais pas tout de suite un truc méga gritty avec les restes de l'Empire au milieu et tout, tu vois, j'étais plus en mode ça va être un chasseur de primes, il va chasser des primes. C'est d'ailleurs le cas, mais ils ont quand même réussi à envelopper tout ça dans un. Enfin voilà, ils ont réussi à enlever. Une esthétique plus mature. Ouais, ils ont mis un nappage qui est pas dégueulasse au-dessus de la grosse glace vanille qui est de suivre un Mandalorien dans sa vie de tous les jours, tu vois. Donc je pense que ça va vraiment être cool. Après, c'est dommage que ça arrive que tardivement pour les Européens, mais on trouvera un moyen de regarder ça. Benji, t'avais quelque chose à ajouter ? Bah ouais, carrément. Le mec est bavard. non, mais moi, effectivement, comme vous deux, ça m'a beaucoup plu. C'est vrai que c'est un truc qui a beaucoup de style. Et c'est super important ça, parce que tu vois justement là on suit la D23, donc la D23 on a eu l'occasion d'avoir plein d'annonces Disney, le MCU, tous ces trucs là, et le fait que Disney ait un peu ce monopole culturel grandissant. Est-ce que vous êtes prêts pour Moon Knight en série télé avec Kit Harington? Ah ouais, du coup c'est Black Knight. Justement, tu vois, sans m'attarder trop là-dessus, je pense que le style MCU, Disney+, est pas capable de gérer un personnage comme Moon Knight. Et justement, ce qui m'a très agréablement surpris avec The Mandalorian, c'est que pour l'instant, l'univers Star Wars sous Disney, il tombe pas trop dans cet écueil. Je trouve qu'ils sont encore capables de faire des choses qui ont de la gueule, qui ont du style, qui respectent la patte des artistes qui bossent dessus. Parce que voilà, un film de Rian Johnson, ça ressemble à un film de Rian Johnson, même quand c'est chez Disney, chez Star Wars. Pareil pour JJ. Et pareil ici, parce que le retour de Greg Fraser, je pense que c'est une super nouvelle, parce que Rogue One, on peut avoir tous les griefs du monde, mais je pense qu'à l'époque où les bandes annonces sortaient, on avait tous la mâchoire décrochée. Le truc était super joli, et même en salle, c'était très beau. Là, il y a des très jolis plans. Je pense aussi que son nom m'échappe, le réal, le mec, le roi lion, Iron Man. Jon Favreau, bah voilà, je pense qui n'est pas du coup réal sur la série, il est seulement showrunner. Ouais. Ah, il est showrunner. Il a réalisé aucun épisode. Mais je pense que ce mec c'est pas le dernier des idiots, contrairement à ce qu'on peut croire. Je pense que tout au long de sa carrière, il a pris un certain nombre de décisions qui étaient des très bonnes décisions. Donc tu vois, que ce soit en termes de casting, Robert Downey Jr., etc. Donc globalement, c'est un mec, sans me paraître le plus grand des génies, qui me semble un plutôt bon choix, justement, un showrunner assez solide.
Et puis c'est vrai que non, ce trailer, il y a des très belles images. Moi, pour le coup, je vais utiliser le poncif que tu veux pas qu'on utilise, mais je trouve qu'effectivement c'est un western parce qu'à un moment il touche son pistolet. Voilà, t'as un plan à la taille, t'as aussi toute cette tension. Puis attends, t'as quand même un Mexican standoff à la fin, tu vois. Oui, bien sûr. Et là, le truc, c'est à la fois western, Hong Kong movies, Tarantino, tout ce que tu veux. C'est super sympa de voir ça. Et donc, non, honnêtement, si c'est juste un bel exercice de style, un truc qui est beau, qui est plutôt bien écrit, qui est rythmé, qui est dynamique, j'ai pas besoin que ça réinvente la roue. Pour le coup, il y a un truc qui me fascine, c'est que genre à aucun moment enfin tu vois, genre le premier truc que tout le monde a dit, c'est genre waouh putain c'est beau, et en fait moi je trouve ça complètement extraordinaire de se dire ok c'est une série, mais limite enfin si on me disait c'est le film de décembre de cette année, j'aurais pas fait oh là là c'est trop moche, tu vois. Genre bien sûr tu vois que c'est quand même il y a une échelle qui est autre, mais je trouve ça quand même assez ouf. Bon, il y a un budget qui équivaut aux dernières saisons de Game of Thrones sur chaque épisode, donc c'est quand même sale, tu vois, en termes de moyens, mais c'est vrai que faut pas oublier quand même que il fallait quand même montrer que Star Wars a une certaine esthétique et la respecter, et pour l'instant rien que sur ça a priori le pari est relevé, à moins que ça soit juste des images du premier épisode et que tout le reste soit filmé comme une série Marvel Netflix, tu vois, mais ça serait dommage. Tu voulais dire un truc, Gibouille? Marvel et ABC. Ils m'ont déjà fait ça avec Daredevil, s'il vous plaît, arrêtez. Non, moi il y a un truc par contre qui m'a un peu fait tiquer et je trouve ça dommage, c'est qu'ils ont déjà annoncé qu'il y avait une saison 2 qui allait être en tournage. Ouais, donc, à l'automne. Ça va finir sur un cliff. Qu'est-ce que t'as? Je trouve ça dommage de pas avoir laissé le truc. Bah je sais pas, parce que par exemple The Boys récemment on a tous les deux adoré et on savait qu'il allait y avoir une saison 2, tu vois. Moi je savais pas. Ah ouais, ok. Je savais pas, et honnêtement arrivé à début de l'épisode 7 ou du 8, je sais plus, du dernier, je m'étais dit ça peut potentiellement être le dernier de la série. Ça, effectivement, ça couvrirait pas l'intégralité du comics, mais ça pourrait fermer les arcs. Ils peuvent très bien fermer les arcs aussi, et tu vois, selon comment ça réagit, ouvrir vers d'autres planètes, d'autres sujets. Ah non, s'ils ont déjà calé les dates de tournage, c'est qu'ils ont déjà commencé à écrire. Oui, mais tu réserves les lieux, tu réserves les techniciens. Mais s'ils l'ont fait, c'est aussi qu'ils sont très confiants dans ce qu'ils ont montré. C'est ça que je veux dire, c'est qu'à mon avis, ils savent que dans la première, on sait que Bob Iger il l'a vu, mais il a dit que c'était génial, mais c'est pas pas dire que c'est nul, tu vois. Voilà, déjà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que généralement, quand t'attaques la deuxième saison, c'est que tout le monde est à bord et est content de ce qu'ils ont fait, et ils veulent poursuivre, tu vois. Donc faut voir s'ils renouvelleront leur casting de réalisateurs, notamment parce que le premier, celui de la première saison est assez lourd, mais ouais, moi au contraire je l'ai vu comme un signe positif. Je me dis ouais, ça veut dire que peut-être ils ont déjà des ambitions pour la suite et tout ça. Non, cette ambition ne sera pas de révéler que le Mandalorian est en fait Boba Fett. Je crois que Jon Favreau a démenti cette rumeur à la D23. D'ailleurs je comprends pas pourquoi les gens sont obstinés par cette idée, parce que c'est globalement une idée de merde. Il y a un seul Mandalorian dans la galaxie, il y a un seul noir dans la galaxie, tu sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais non, mais je sais pas. Moi, je m'attendais pas en fait à être aussi hypé par le projet. Je trouve ça limite aussi un peu comme ce que tu disais, Benji, de manière un peu partisane, sans être. Dans ma bouche, le mot n'est pas négatif, mais c'est-à-dire c'est un peu aussi frustrant que ça a l'air d'être le projet qui ramène tous les haters en mode ça, c'est du vrai Star Wars, hein, c'est un truc de bonhomme, il y a des Twi'leks et c'est l'univers étendu, il y a des Stormtroopers et puis ça se tire dessus, on découpe des têtes. Mais tu vois, il y a un côté un petit peu beaufland, tu vois, dans ce trailer, mais d'un autre côté, il y a ce truc en mode ouais, Star Wars c'est aussi ça, tu vois. Et moi aussi, j'ai envie de voir un truc à base de Stormtroopers, renégats, qui essaient de rétablir l'Empire, ou je sais pas, ça se trouve, c'est juste en fait ni plus ni moins que des mercenaires, on n'en sait rien. Et récupérer des bouts d'armure pour se protéger, parce qu'ils ont l'air efficaces, les armures des Stormtroopers. Mais ouais, donc. Plus 10 en visée. C'est ça. Moins 1 la touche. Mais effectivement, il n'y a que les cailloux qui peuvent le blesser. C'est effectivement assez sympa que ça arrive à ce moment-là. Et pour le coup, je pense qu'il va gagner d'autant plus de sympathie ce projet qu'il va sortir à un moment où on aura besoin de sortir de ça fait beaucoup de sortir, mais de quitter cette ère Skywalker. Donc là, techniquement, on sait qu'on est entre 6 et 7, donc on l'a pas tout à fait quitté, mais on sera sur un coin de la galaxie avec des personnages et des environnements assez restreints. Et je trouve ça cool. Et c'est dommage, du coup, que la deuxième série qu'ils aient annoncée soit Cassian Andor et la troisième Obi-Wan, parce que tu dis, ok, ils vont capitaliser sur tout ce qu'on a déjà vu pendant 2 ans. Ce qui, du coup, va nous recréer la situation actuelle qu'on a par exemple avec les comics ou d'autres produits où on se dit c'est cool, mais en fait on peut pas parler d'entre 6 et 7, on peut pas parler entre 7 et 8 tant que le 8 est pas sorti, on peut pas parler entre 8 et 9 tant que le 9 est pas sorti, et donc ça risque d'être un petit peu chiant, sauf si
Sauf s'ils prennent vraiment leur courage à deux mains et nous disent bon bah voilà, la trilogie de Ryan Johnson c'est telle époque, la trilogie des mecs de Game of Thrones c'est telle époque, et on va faire ce qu'on veut, ce qui serait franchement cool, mais j'y crois pas trop. En attendant, The Mandalorian a l'air d'avoir conquis cette table. Donc nous allons passer à la suite de ce panel Disney+. Il n'y a pas grand chose à dire, donc comme je l'ai dit, Cassian Andor et Obi-Wan seront tournés en 2020. Cassian, ça avait été officialisé ou pas? Parce que ouais, ça a bien été sorti avec des rumeurs. Non, ça avait été officialisé, et, avec l'arrivée du showrunner de The Americans et tout. Et puis de Alan Tudyk en tant que de retour dans le rôle de K2SO. D'ailleurs, ils étaient tous les deux là avec Diego Luna à la D23. Donc voilà, ils ont dit voilà, ça suit son cours, sera tourné en 2020. Donc je pense que le scénario de la première saison, s'il y a plusieurs saisons, est en bonne voie. Après, encore une fois, c'est un personnage, mais contrairement à Obi-Wan, il est très 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 secondaire, voire tertiaire. Et on sait qu'il a eu plusieurs alias dans l'histoire de l'Alliance Rebelle, qu'il a recruté des gens. Donc je sais pas, je trouve qu'il y a déjà plus de potentiel qu'une série Obi-Wan très très mode hérétique sur les réseaux sociaux. Ça m'intéresse pas plus, mais il y a plus d'ouverture possible. Ok, oui, c'est bien résumé. Ouais. Je voulais dire un rapide truc là-dessus, parce que c'est vrai qu'en le voyant dans le programme, tu sais, il y a beaucoup de gens qui, justement, pour eux, c'était la grosse vanne, qui veut voir une série sur Cassian Andor, etc. Et c'est vrai ce qui fait qu'elle part avec un avantage, parce que tout le monde veut voir une série Obi-Wan, par exemple. Bah ouais, exactement. Et moi, je pense que personne peut être déçu par une série sur Cassian Andor. Et effectivement, sur le papier, il y a rien qui peut te la vendre. Mais en même temps, le personnage, il est super ouvert, et en plus, tu regardes ce qu'il était dans Rogue One. C'est un mec à la base sur le papier qui est censé explorer le côté sale d'une rébellion guérilla, et je trouve que c'est assez mal traité dans Rogue One, mais en vrai si tu traites ça bien, c'est un thème super intéressant, tu vois, parce que les héros dans Star Wars c'est les rebelles, et si tu transposes ça sur l'histoire réelle du vrai monde, une rébellion en guérilla contre un état fasciste, c'est un truc assez violent, et je trouve que c'est un thème qui peut être super intéressant à explorer si c'est bien fait. Bah ouais, mais en l'occurrence, par leur choix de showrunner et d'aller vraiment dans la direction espionnage, je pense que ça sera bien fait, parce que s'ils avaient voulu faire un truc un peu neuneux, un body movie avec un robot, ils auraient choisi quelqu'un d'autre. Donc moi, pour le coup, je suis vraiment curieux, et je pense que ça peut ouvrir et même créer aussi d'autres personnages et sa petite galerie de vilains et de gueules avec des pilotes à moustache et ce genre de choses. L'humanité a-t-elle vraiment besoin d'une série qui rend les rebelles méchants et l'Empire sympathique? Non, je ne sais pas. C'est pas ça que j'ai dit. Tu détournes un peu les propos de Benji, mais non, l'humanité n'en a pas besoin. Et puis, pour terminer, petite déception, donc c'est la saison 7 de Clone Wars qui avait été annoncée à l'août 2018 à la San Diego Comic Con à l'occasion de ses 10 ans. Il me semble, oui, c'est ça, arrivera seulement en février 2020 sur Disney+. Donc c'est pas un truc que les fans non plus attendent comme des oufs. C'est bien, ça va conclure certains arcs qui n'avaient pas pu être conclus. C'est de l'ordre de, on va dire, du délire complétiste, mais je m'attendais à la voir débarquer dès novembre, et je me disais waouh, cette fin d'année va être complètement folle. Après, peut-être qu'ils se sont aussi dit ça étale les produits Star Wars dans le temps, et je pense ça aussi évite qu'ils se sont tout dit avoir d'un coup, et ça va donner aux gens envie de revenir vers Disney+. Et pour le coup, peut-être qu'ils la diffuseront, je sais pas s'ils ont l'intention d'alterner en full hebdomadaire puis en d'un coup toute la saison. Je sais pas s'ils vont le faire, je sais pas s'il y a un précédent. Par exemple, Netflix le fait avec Better Call Saul, par exemple, c'est un épisode par semaine en partenariat, tu vois. Donc typiquement la saison 7 de Clone Wars, tu sais, c'est pas un truc que les gens vont vouloir regarder en mode semaine par semaine, parce que ça se destine déjà à un public qui a vu les autres. Donc je sais pas, je l'aurais bien vu en mode tu vois, ça sort tel jour en février et il y a tous les épisodes de dispo, petit cadeau aux fans qui ont suivi après faut 10 ans. Faut se dire aussi que ça fait un épisode par semaine, ça fait du bruit, ça fait du bruit, on parle de ta série, ça permet de parler de Star Wars facilement et pour pas trop cher, toi, parce que la série elle est finie déjà, tu vois, bien sûr, elle est dans les cartons, elle attend juste de sortir. Non, je pense qu'ils vont rester sur leurs gros projets comme ça, avec des sorties hebdomadaires. Je pense que c'est plus intéressant de se positionner comme ça vis-à-vis de Netflix. Non, tu voulais dire quelque chose, Phobos ? Non, je suis d'accord. Je pense que d'un point de vue marketing, ça se tient à 100% à chaque épisode. Ok, les marketeurs, ok. Des moi, je nouveaux proposais, articles presse, etc. Enfin, du coup, ça permet de garder la hype. En parlant d'articles presse, messieurs, dames, si on passait au gros morceau qui est le panel cinéma, alors qui a d'ailleurs été ouvert par Star Wars 9 en la présence de Kathleen Kennedy, mais aussi de J.J. Abrams, et une grosse partie du cast, puisqu'on avait Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Billy Dee Williams, Kelly Marie Tran, Jonas Suotamo, Naomi Ackie,
qu'on avait tous vu en fait, si je dis pas de bêtises, lors de la Star Wars Célébration. Et une petite nouvelle, donc c'est Kerry Russell, la protégée de notre ami JJ, et qui incarne Zori Bliss. Donc on savait que c'était une chasseuse de primes / mercenaire, au look un peu, on va dire, rocketeer, cette tenue violette, le casque bronze, et qui a été décrite comme une ancienne amie de Poe. Alors tout de suite tout le monde s'est excité, et bien sûr ils n'ont pas manqué une nouvelle occasion de faire du queerbaiting en disant ah mais t'inquiète mon petit Finn, tu sais, c'était dans le passé, nous maintenant on s'aime, etc. JJ, on retient tout ce qui a été dit pendant ces panels, et les gens le retiennent, hein, les gens notent, les gens font leurs tweets, les mettent quelque part dans un dossier. Et je vois Phobos qui a un sourire carnassier sur le coin de la joue droite. Je pense qu'elle a aussi ce dossier. Bref, il n'y avait pas grand chose à dire parce qu'ils n'ont rien annoncé, ils n'ont pas tellement taffé sur, pas tellement raconté leur vue sur comment ça s'est passé. Ils nous ont pas sorti le making of habituel qu'on a tous les 2 ans à la D23, mais ils nous ont proposé un nouveau teaser pour The Rise of Skywalker, qui a d'abord été diffusé seulement sur place. Et a eu tout le week-end pour être instrumentalisé par la presse de toutes les manières les plus sales et imaginables, avant d'être diffusé par Good Morning America lundi matin. Donc il n'y avait pas un écart énorme entre samedi soir et lundi matin pour nous, mais ça a suffi quand même à foutre ce que moi je décrirais comme une sale ambiance. J'ai l'impression que Disney soit n'est pas conscient, soit est assez cynique pour être conscient mais choisit de le faire quand même, de toute la négativité qui s'exprime. Alors j'en ai parlé tout à l'heure avec notre ami Olivier Corentin, que je salue, et qui me disait ouais mais tu sais c'est Twitter, c'est Internet, ça représente qu'une partie des gens. Mais quand notre taf, en l'occurrence en tant que podcasteur, passe essentiellement par la réaction via les réseaux sociaux, puisqu'on n'a pas de session commentaires, on n'est pas sur YouTube, on fait pas des lives, etc. On a quand même un peu l'impression que il y a un gros délire complotiste dans un sens comme dans l'autre. Alors là, pour le coup, je fais mon Donald Trump avec le both sides, mais moi j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont saoulé à dire mais non, c'est pas une retcon. Enfin, je veux dire, quand tu vois certains éléments, on peut légitimement se poser la question. Enfin, on en reparlera, mais à mon sens, on peut se poser la question. Et d'un autre côté, j'en ai marre aussi de voir des gens dire ouais, enfin un truc qui est pas comme celui de Rian Johnson, ça va être trop de la balle, et puis il y a l'empereur qui revient, etc., etc. C'est le vrai Star Wars. C'est le vrai Star Wars. Celui que j'avais quand j'avais 9 ans. Et on ajoute à ça donc le fameux plan qui a beaucoup fait parler de lui, qui est le fameux plan. Attention spoiler si vous n'avez toujours pas quitté ce podcast et que vous ne voulez rien savoir sur Star Wars, The Rise of Skywalker, le fameux plan Dark Rey, déjà baptisé ainsi, qui a bouleversé Internet. Donc c'est là où je parlais de cynisme, c'est parce que sur le moment mon Twitter, moi j'étais à un mariage, pour la petite anecdote, je me suis éloigné de Constance pour commencer à jeter parce que j'étais là, c'est pas possible qu'il ait fait ça, et je croyais pas à la description, j'étais là en mode genre, je me suis dit il y a un connard qui a fait une blague parce qu'il est en direct et du coup il sait qu'il va être repris par 3000 personnes dans l'instant, et non, d'un coup je vois plusieurs sources confirmer le truc à la suite et je me dis genre what the fuck et tout. Après je me dis c'est forcément une vision, genre qui va y croire plus de 30 secondes, ça a pas de sens, c'est juste pour foutre de l'huile sur le feu. Et je pense que c'est littéralement ça, parce que le nombre d'impressions à l'échelle de mon Twitter était énorme. Donc j'imagine que si t'es responsable social media chez Disney, chez Lucasfilm, et que tu vois le nombre d'impressions que tu fais après le teaser, puis après le teaser à Good Morning America le lundi matin, en gros tout le monde parle de Star Wars non-stop pendant 3 jours. Avec parfois en faisant des vidéos, vous connaissez l'algorithme YouTube et le pourquoi c'est une bonne idée et pourquoi c'est une idée de merde par la même chaîne. Bref, ce genre de truc, je trouve, j'en ai marre, je pousse mon petit coup de gueule. JB disait qu'il ne se nourrirait que de mon sel ce soir, donc éclate-toi JB. J'ai pris des gyoza. Ah, t'as pris des petits gyoza au bantos, mais vraiment je trouve ça presque indécent, et vraiment c'est juste une réaction de gamin en fait, je trouve, de leur part. Il y a des gens qui me disent ouais mais c'est J.J. Abrams, il a toujours été cryptique, etc. Mais je veux dire, Abrams me paraît aussi être un mec qui est concerné plus ou moins par les idées de représentation, le fait que sur internet les gens peuvent être très négatifs. Je pense qu'il a parlé à Rian Johnson et que Rian Johnson n'a pas forcément super bien toujours vécu la réputation qu'on lui a collée, tu vois. Et je me suis dit genre les gars font
pas d'effort là-dessus. C'est-à-dire d'un côté ils tendent la perche aux gens déçus et on sait qu'il y a des gens médiocres, mais il y a aussi des gens qui sont volontairement, non pas volontairement, parce que du coup ça serait des gens médiocres, mais des gens qui ont été légitimement déçus parce que c'est pas ça qu'ils annonçaient de cette nouvelle trilogie ou de Star Wars 8 ou de Rogue One ou de Solo, que sais-je. Mais il y a aussi, donc qu'on leur propose des produits à la rigueur, pourquoi pas. Maintenant qu'on fasse en sorte que la guéguerre soit en permanence alimentée par ce qui est ni plus ni moins qu'une bataille de l'image, je trouve ça assez décevant en fait. Parce que ce plan de Darkrai, à l'échelle du teaser, on peut s'en passer. Et en soi, il amène plus de bruit et de négativité que de choses positives. En tout cas, c'est ma propre expérience. Après ce long monologue, qu'en pensez-vous ? Moi, je trouve qu'en plus, il va à l'envers de ce que te raconte tout le teaser en fait. Parce que t'as des images des anciens films, c'est là, on va conclure la saga, ça t'emmène sur quelque chose d'assez positif parce que ça te fait repasser par tous tes souvenirs de Star Wars, tous les films et tout ça, et t'arrives sur ce truc à la fin. Je pense qu'il y avait un autre plan à prendre dans le film qui aurait pu faire parler sans aller jouer sur cette corde-là de les origines de Rey, Rey du côté obscur, tout ça, qui n'engendre que de la négativité chez une partie du fandom. C'est dommage en fait. Vous en pensez quoi, Phobos, Menji ? Vous qui avez été... C'est très étrange parce que Darkrai, c'est un truc qui est dans l'esprit du fandom depuis la sortie de The Force Awakens, que t'as des milliards de fanart, de fanfics, de tout ce que tu veux là-dessus. Cosplay aussi, ouais. De cosplay aussi, il y a énormément de photos. Et du coup, de le voir là dans le trailer, en fait, c'est un peu en mode genre, mais what the fuck, enfin, c'est pas censé être un truc qui sera canon, quoi. Et donc c'est... Mais spoiler alert, il n'y a aucun moyen que ça puisse être canon. Il n'y a aucun moyen que ça puisse être canon. Genre, comment tu peux prétendre que l'arc de Rey va se terminer comme ça ? Non, ou va même un temps être comme ça ? Ça n'a pas de sens. Je pense effectivement que c'est autre chose, une vision, un clone, j'en sais rien. Il y a 12 milliards de théories sur le sujet. On rentrera dans les théories sur la fin. Mais ouais, après, je sais pas si j'ai envie d'accuser Disney de faire ça pour la pub, parce que ils font ça pour la pub et ils sont dans leurs droits. Enfin, tu vois, genre c'est une boîte, il faut qu'ils fassent parler d'eux. Voilà, donc là, je pense qu'ils se sont dit, allez, genre on finit la trilogie et on la finit en fanfare et en feu d'artifice et bim. Mais est-ce vraiment une fanfare ? Est-ce vraiment un feu d'artifice ? Tu vois, de la même manière, tu parles des entreprises et de leurs responsabilités. De la même manière que Marvel Studios devrait peut-être un moment s'écraser quand Sony leur loue Spider-Man en se disant le bienfait pour la licence Marvel Studios et le MCU en général, c'est d'avoir Spider-Man. Tant pis, on s'assoit sur la thune de ces films-là et on en fait moins, ou on trouve un deal, ou je sais pas, on renégocie. Les mecs disent non parce que c'est Disney et que maintenant c'est ni plus ni moins que l'Empire et c'est compliqué, tu vois, de passer à côté de ça. Mais d'un autre côté, si on est toujours, parce que cet argument-là, je l'ai eu aussi par Grushkov de Millennium Falcon, qu'on salue, s'il nous écoute, et qui m'a dit, en fait, le problème avec les gens qui harcèlent à partir de ça, c'est les gens qui harcèlent. Mais en même temps, les gens ne harcèlent pas généralement parce que, de but en blanc, ça existe, le harcèlement de rue ou que sais-je, tu vois. Mais je veux dire, là, en fait, le truc, c'est qu'on leur balance une petite croquette, tu vois, genre en mode, vas-y, viens parler de ça. Et puis, tu vois, la présence de l'empereur sur le poster, et puis. De manière générale, même le premier trailer était quand même vachement comme ça et te disait ouais, l'empereur il est de retour, et Abrams qui disait ouais, ça a toujours été prévu. T'es là genre mec, peut-être dans ta tête ça a toujours été prévu, mais très clairement si c'était toujours été prévu, on en aurait entendu parler un peu plus tôt dans Star Wars 8, tu vois. Daisy Ridley, elle a quand même dû supprimer ses comptes, elle a été harcelée sur les réseaux sociaux, et la remettre elle comme ça à la fin du trailer, c'est la relancer à la vindicte populaire, tu vois. Je suis sûr qu'il y aurait une image de Kylo Ren qui aurait pu fonctionner. Un truc où t'as l'impression que Kylo Ren devient gentil, tu vois. Mettre ça, ça aurait fait le même effet pour faire parler des gens, sauf que ça rebalançait pas l'actrice principale en pâture à Internet. Non, mais c'est surtout qu'en plus, sans parler de harcèlement, parce que c'est la réaction extrême, il y a aussi tout simplement un niveau qu'on n'élève pas, quoi. Quand le débat ça devient ouais, le sabre laser qui se plie, bon, en l'occurrence je trouve que c'est une grosse idée de merde et je trouve ça vraiment moche parce que je comprends pas à quoi ça sert. Alors il y a plein de trucs qui servent à rien dans Star Wars, donc c'est pas le terme. C'est plus facile pour le ranger. Oui, d'accord. Non, mais ce que je comprends pas pourquoi il est allumé comme ça à la base en fait. Je trouve le mouvement pas très classe en plus, donc peu importe. Mais c'est que juste voilà, on en arrive à des débats de est-ce que le sabre laser c'est bien, est-ce que Darkrai c'est réel, etc. Alors que si on réfléchit tous 30 secondes et qu'on arrête d'être des gros complotistes, no way que c'est réel, tu vois, genre c'est pas possible, juste le film a pas le temps de le faire, et si c'était réel, ça veut dire que Rey termine sur comme ça, et donc ça voudrait dire que les mecs ont lâché la plus
le plus gros reveal de leur film dans un teaser, parce qu'il y a déjà des gens qui m'ont dit ouais c'est tellement Abrams, en fait c'est pas la surprise mais en fait c'est la vraie surprise, et du coup t'es en mode genre mec tu penses vraiment qu'il ferait ça, parce que tu vois genre les gens ils sortent des salles le 18 décembre et c'est une guerre civile dans les rues hein, parce que si les mecs ils leur disent attends quoi, tu nous as révélé le truc, tu nous as spoilé le truc en août bâtard, et alors qu'on pensait que c'était un faux truc, enfin Ouais, bah moi je sais pas du tout ce que ça va donner ce truc-là, mais par contre la seule certitude que j'ai, c'est que je trouve que le marketing de ce film, il est super mal géré. Enfin, globalement, le premier teaser, j'avais plutôt bien aimé, ou en tout cas, tu vois cette sorte de longue scène étendue, l'hommage à Hitchcock, North by Northwest, etc. D'autant que moi, j'aime beaucoup quand Star Wars fait hommage aux pionniers et aux gens qui les ont inspirés, donc ça j'aimais bien. Le rire de Palpatine à la fin, je trouvais ça vraiment grossier. Enfin, en termes de marketing, de teasing, je crois qu'on fait pas plus on the nose. Mais là on a le souffle de Vador, hein, je rappelle aussi, on est quand même sur de la lourdeur. C'est ça, et là ça en remet une couche, et je suis pas fan du tout. Déjà, moi je pense qu'ils auraient dû attendre d'avoir plus d'images prêtes pour nous sortir ça en tant que deuxième teaser ou première grosse bande-annonce. Mais le format un peu badard du sizzle reel qui montre tous les épisodes précédents, tous les épisodes de la saga, ce qui est un grand classique sur les épisodes numéro 3 de Star Wars. Mais je sais pas, j'aime pas énormément le format. Le fait de montrer c'est un peu facile quoi. Globalement, c'est des images assez importantes, et pour moi, si t'as des money shots, tu les gardes pour des vraies bandes annonces. Tu vois, ça me semble faire sens sur le plan, sur le plan de la hype, de comment jouer avec le public en attendant la sortie d'un film. Et sinon, sur le plan du contenu. Je comprends pas pourquoi ils ont servi ça alors qu'ils auraient pu servir un making of comme d'habitude et que ça avait très bien marché pour les deux précédents. Ouais, complètement. Et en plus, pour le coup, je suis totalement d'accord avec Phobos. C'est ce design-là de Darkrai, en fait, ils n'ont pas suffisamment travaillé pour le légitimer dans l'univers du film. Tu vois le plan, il est tiep. Tu vois, il est vraiment tiep. À aucun moment, tu te dis ouais, c'est réel. Ouais, le plan, il est vraiment, il est complètement amateur en fait. Hein. Il est, je veux dire le cadre. Si t'as un gros reveal à cadrer, tu fais pas le plan américain le plus boring de l'histoire. Pareil, l'éclairage qui est foiré, sa tête, on dirait qu'elle a été collée en post-prod Photoshop. Enfin, c'est extrêmement étrange. Pour l'anecdote, j'avais les pieds dans l'eau quand j'ai vu le teaser pour la première fois, et on était au bord de la plage, et j'ai cru qu'elle avait même des tatouages en fait, tellement son visage était éclairé de manière chelou. Ouais, mais c'est très étrange. Et puis en plus, tu vois, je veux dire, disons que c'est vrai et que c'est vraiment la direction dans laquelle ils embarquent le film. Si tu fais ta bande-annonce, ou si t'es J.J. Abrams et que tu réalises le truc, tu dois filmer le tournant du côté obscur de Rey. Je sais pas, tu fais ça autrement. Prends le temps, montre-nous une main, montre-nous un sabre laser rouge, fais monter la tension. Je sais pas, il y a tellement de meilleures manières de le faire. En fait, maintenant qu'ils ont lâché cette carte, que ça soit une vision ou non, je me dis pour le dernier trailer, on verra Palpatine en chair et en os, quoi. Parce que tu vois, ils ont jamais caché ça. Ce qui, et je me demande encore pourquoi, parce que pendant un temps il y avait les rumeurs qu'on il y aurait Palpatine dans le film, mais du coup on était un peu en mode ouais, ok, on verra. Il pouvait très bien se passer, tu vois, même s'il y avait 12 000 rumeurs qui disaient oui, regardez, Ian McDiarmid a été aperçu sur le tournage et J.J. Abrams le suit sur Twitter, des conneries comme ça. Et ben, t'aurais pu te dire ouais, bah il y a toujours un doute, et boum, t'aurais eu la surprise, et je sais pas, et puis même déjà de toute façon le retour de Palpatine, quel qu'il soit, quelle que soit sa forme, je trouve que c'est la manière la plus facile de connecter aux deux autres trilogies. Je trouve ça un peu tiep. Mais bref, reparlons peut-être d'autre chose que de Darkrai. On est d'accord pour dire que c'est un peu du sensationnalisme gratos. On est d'accord ? Oui. Ok, très bien. J'attendais vos approbations, messieurs, dames. Mais qu'est-ce que vous avez aimé ou pas aimé, et quelles sont peut-être les théories que vous avez derrière les plans que vous avez kiffé quelqu'un veut commencer, ou je me lance à JB? Moi j'ai une théorie très très obscure. je pense qu'en fait toute la post-logie elle n'existe pas, et c'est juste C3PO qui est défoncé et qui rêve. D'accord. C'est vrai qu'il y a ce C3PO avec les yeux rouges. Bah en fait le truc c'est que moi je connais un vrai truc par rapport au leak et au rôle de C3PO. Et ça le confirme. Et ouais, ça le confirme à fond. Et de toute façon, même si vous connaissez pas ce leak, vous faites attention à tout ce que dit Antoine Daniel. C'est pas le même. Anthony Daniels. Et vous aurez. De droïde, du coup. Ouais, c'est ça. Vous allez avoir des gros indices sur ce qu'il y a à faire ces 3PO dans le film. Moi personnellement, je me suis rappelé du leak que j'avais oublié
en l'entendant. Alors bien sûr, je le connaissais avant, donc c'est normal qu'en écoutant, ça refait tilt, mais je me suis dit, attends, si je m'en suis rappelé alors que j'avais complètement enfoui ça dans ma mémoire, c'est peut-être parce que c'est pas forcément hyper subtil. Après, voilà. Pour résumer simplement, je pense que C3PO soit le MacGuffin du film ou connaissent un truc que les autres connaissent pas. Sans spoiler le leak, est-ce que tu trouves ça sympa je veux dire, le contenu de ce truc-là ? Non, d'accord. Non, de la même manière que bien, je trouve ça moins artificiel que faire revenir Palpatine, mais je trouve ça très fastoche. D'accord. Tu vois, c'est un peu me dire... à l'inverse, je trouve que le traitement de R2D2, qui est presque un droïde mourant en fait dans la postlogie, raconte quelque chose, tu vois, genre de tes héros qui disparaissent à un moment, ils radotent, tu vois, il ressort le truc de New Hope dans The Last Jedi. Je trouve que ça a un sens. C'est 3PO qui d'un coup se retrouve embarqué dans une méga aventure d'action et tout, je trouve ça limite tiep. Après, il y a quand même cette affiche Goldé où il a l'arbalète de Chewie et je pense que ça va donner une grande scène. Mais Goldé d'ailleurs, enfin si, avec un mauvais jeu de mots, allez, on l'assume. Mais ouais, il y a ces 3PO comme ça, ça se définit tranquillement. Après, il y a 2 très beaux plans, même 3, on va dire, que je trouve dans le film. Globalement, il y a que des beaux plans, à part le plan de Rey. Non, c'est vrai que le teaser est relativement beau. Mais l'arrivée de la flotte rebelle, il est lourd. Et les 2 plans sur les Star Destroyers, c'est joli. Ça donne envie, tu vois. Parce que des batailles avec des vaisseaux de cette ampleur-là, on n'en a pas vu en fait. Mais est-ce qu'on est du coup dans une bataille ? Parce que moi j'ai l'impression que c'est 2 choses différentes. Notamment en rapport au fait que les Star Destroyers sont des Star Destroyers impériaux. Et pas les Star Destroyers du First Order. Alors là, ça c'est toi qui vois ces détails. Oui. Voilà. Moi j'ai vu des vaisseaux triangles, tu vois. Oui, non, mais les vaisseaux triangles qui sont, sont inanimés. Il y a Lane que je salue qui a dit ouais, ça serait peut-être un cimetière de vaisseaux. Et c'est vrai qu'ils sont un peu genre parqués, tu vois. Et on voit pas de lumière. Ils n'ont pas l'air d'être. Les réacteurs sont pas allumés et tout. Donc après, il y a aussi des gens qui disent bah voilà, c'est la flotte de Palpatine ou c'est la flotte de Thrawn qui revient des régions inconnues ou que sais-je. Non, j'y crois pas, mais la flotte de Palpatine peut-être. Après, je me demande s'il n'y a pas aussi, franchement, ce qui serait énorme. Là aussi, je trouve ça assez simple, je trouve ça presque bancal par rapport à Star Wars, mais je me dis, ça pourrait être intéressant d'avoir un gros flashback pour connecter au reste et dire, ouais, voilà, à un moment, Palpatine, il a fait ça. Et tel ou tel personnage s'en souvient, ou tel personnage va devoir trouver ce truc-là, et on vous l'explique le temps d'un plan. Pur fan, tu vois, genre 200% envers le fandom de la trilogie originale et de l'ancien univers étendu à base de on envoie des vaisseaux dans les régions inconnues où on stocke une flotte fantôme à tel endroit et au final le First Order retrouve cette flotte et veut l'utiliser ou que sais-je. Mais encore une fois, on voit aussi ce gros rayon laser rouge. La vache, si c'est vraiment, tu vois, si la menace du film c'est encore une fois une flotte qui a des puissances de mini étoiles noires, au genre de délire. Ça fait quand même beaucoup de ressemblances avec le retour du Jedi qui encore une fois vont pas élever le niveau de débat autour du film par rapport à cette fameuse idée de remake qui m'a jamais persuadé, mais c'est vrai que là ils cherchent quand même et de la même manière qu'ils cherchent à fond le retcon dans d'autres images qu'on a vues qui sont pas dans le teaser mais qui étaient diffusées sur les stands de la D23. Donc il y avait une image où on voit justement la fameuse cette espèce de corvette rebelle comme le Tantive 4, mais j'ai plus le nom du vaisseau, honte à moi. Mais bref, on le voit dans ce teaser avec tous les vaisseaux qui apparaissent, et donc on la voyait au sol, donc je pense que c'est vraiment la base de commandement de Leia ou vraiment un vaisseau important pour le film. Mais on voyait aussi ce bon Kylo Ren qui ouvrait une sorte de boîte. Alors après c'est filmé à l'arrache sur un écran, donc c'était très moche, mais où il y avait le casque de Vador, tu vois. Et revoir moi le casque de Vador plus le souffle dans le trailer, je me suis dit mais putain, on n'a pas encore fini avec ces conneries, quoi. Parce que déjà je sais pas exactement où était le casque de Vador, mais par exemple s'il était sur Starkiller, alors c'était peut-être dans le vaisseau de, mais même si c'était dans le vaisseau de Kylo Ren, tu vois, c'est super compliqué de se dire tu le vois pas pendant un épisode et puis dans l'épisode suivant tu le retrouves. J.J. Abrams devrait avoir entre guillemets la jugeote de se dire je sais que je vais pas retcon, mais je vais éviter de donner des éléments ou en tout cas de les montrer dans la promo qui vont dans ce sens-là, quoi. Et d'un autre côté, je me demande s'ils font pas ça délibérément pour se dire bah non, en fait on veut attirer les gens qui ont été laissés pour compte de Star Wars, qui est quand même un énorme carton et qui a hyper bien marché du côté de la critique. Mais il y a un moment tu peux pas dire l'aide de passe-d'ail et refourguer une deuxième fois ton casque de Vador, tu vois. Ou alors c'est une scène comme la scène de Dark Rey en est une vision, une sorte de truc. Après c'est pareil, les gens sont dans leur bail, ouais, Rey a été clonée ou elle est liée à l'Empereur, qui est une très vieille rumeur de l'époque de The Force Awakens, et ça me fait un peu peur parce qu'il y a pas mal de concept art qui ont été recyclés et on sait que rien se perd chez Disney. Donc moi je me dis aussi, est-ce qu'il n'y a pas un morceau de l'intrigue de J.J. Abrams avait écrit un pitch à base de ouais en fait Rey c'est le fameux Jedi cloné réussi de Palpatine qui voulait faire, mais au final il avait fait des clones et du coup bah il y en a
forcément une qui est du côté obscur et elle joue 2 personnages. Enfin, tu vois, t'arrives quand même dans des trucs qui font. Là, je sue, donc j'ai des gouttes dans le cou, mais je pense que ça vient de là, en fait, pas de la chaleur. Donc, ils peuvent bêtement redconner sans redconner, parce que si Ray c'est ça, bah effectivement, ses parents c'est personne, tu vois, donc. Si vraiment. T'imagines l'ampleur ce que ça dit du perso en fait, ce que ça dit du perso que c'est un clone, tu vois, ou que c'est l'original d'un clone ou la résurrection de je sais pas quoi, c'est juste dégueulasse. En fait, la trilogie elle perd tout son sens. Rey c'est personne parce que c'est l'époque où les héros ils sont plus de sang royal, ils viennent plus d'une lignée de machin. Ça raconte plus du tout la même chose et ça change le propos des 3 films quoi. Donc est-ce qu'on a vraiment envie de ça, je sais pas. Ça serait violent. Je veux dire que t'aimes ou non The Last Jedi, tu te dis putain quand même tout ça pour ça quoi. Enfin il y a un vrai côté tu sais, c'est un peu comme si au bout de 22 films Thanos il arrivait et puis il parlait avec une petite voix comme ça, tu te dirais putain les gars vous êtes foutus de notre gueule, tu vois. Et là c'est un peu pareil, enfin Rey qui serait un clone de que sais-je, enfin moi ce teaser plus j'y pense et plus il me fait flipper. Alors quand je joue au rematch j'ai eu, vous pouvez demander à madame, mais je veux dire j'ai eu des vrais sentiments d'excitation quand j'ai vu ces vaisseaux. En plus j'étais sur mon phone, donc moi forcément tu me mets les rebelles d'un côté et les Star Destroyers de l'autre. Au début j'ai même pas capté que c'était pas des destroyers du First Order, j'étais en mode oh la bataille spatiale le bâtard. Je crois que c'est à peu près ce que j'ai tweeté sur le moment, mais parce que c'est ça que je veux voir. Je veux voir un duel qui se répond dans l'espace avec une bataille de vaisseaux. Et pour le coup, la partie duel sur les morceaux de l'étoile de la mort enfouis dans l'eau, je trouve ça magnifique. Enfin, franchement, c'est abusément beau. Le plan où il allume son sabre laser aussi, il est magnifique. Enfin, ça fait écho aux anciens films Star Wars, mais d'une manière intelligente, tu vois. Ouais. Là, c'est pas sur de la lave, c'est sur de l'eau. Ça va, tu vois. Ça, j'aime bien quand ça référence Star Wars comme ça. Quand ça référence Star Wars, non, mais surtout, c'est super dynamique dans le sens où t'as le décor qui bouge, t'as le fond qui bouge. Eux, ils sont maintenant un peu plus entraînés, donc ils vont peut-être avoir une chorégraphie un poil plus stylée et tout. Franchement, ce plan, il tue. Ouais. Je suis pas sûre parce que j'ai vu sur Twitter une prof de sabre laser, parce que oui, ça existe, qui décryptait un petit peu justement les formes de combat qu'ils utilisaient dans ce fameux passage. Et en fait, c'est la forme la plus simple, c'est genre le premier truc qu'ils apprennent aux Padawan de 6 ans et demi. Et notamment, elle soulignait le fait que Kylo était sur le mode défensif de cette forme et que Rey l'attaquait donc avec la forme offensive et que ça pouvait laisser entendre que c'était peut-être un entraînement et pas un duel, ou alors que c'était un duel mais que Kylo cherchait à tout prix à ne pas blesser Rey. C'est quelque chose qu'on a déjà vu faire dans les précédents films. Plusieurs choses. Déjà, je suis même pas sûr que les nouvelles formes, les formes de combat soient canon. Parce que c'est un truc qui date de la prélogie, c'était dans les encyclopédies, mais je sais pas si quelqu'un a retaffé dessus. On va dire que c'est canon, même si c'est canon, c'est typiquement le genre d'un truc qu'un réalisateur comme J.J. Abrams ne devrait même pas avoir à respecter, sinon on rentre dans un putain de compétition de gros nerds à base de ce film c'est de la merde parce qu'ils utilisent la forme 4 et la forme 4 n'est pas défensive. On sent putain de branle. Si vous écoutez ce podcast et que vous êtes comme ça, barrez-vous, je vous jure, la vie de ma mère. Genre, moi je suis comme ça. Laissez un like avant. Laissez un like. Non, je plaisante, mais en vrai, je suis super content que tu embrayes là-dessus de cette manière-là, Phobos, parce que moi, pour le coup, le duel, c'est un truc auquel j'ai beaucoup pensé en voyant ce trailer, notamment parce que j'avais envie de pas penser à Dark Rey, et parce que là où notre ami aurait pu, il est plutôt sensible au vaisseau. Moi, je suis très sensible. Je suis hyper sensible au sabre laser, mais ouais. je pense que le côté encyclopédique de Star Wars ne devrait pas interagir dans la façon de faire un film. C'est un peu comme dire à Ryan Johnson, Luke il peut pas téléporter son image d'un bout à l'autre tu vois, en l'occurrence c'était marqué quelque part dans l'univers de Star Wars, mais même si ça l'était pas, fondamentalement si ça marche dans le film, on s'en bat les couilles. J'ai envie de me dire, si Palpatine il a cloné Rey mais que ça marche dans le film, je m'en battrais les couilles aussi, tu vois. Mais d'un autre côté, on peut pas aller tu vois, genre sur des micro-détails à base de formes de sabre laser qui sont moitié pas canon, tu vois. C'est un peu comme les gens qui lisent pas tel bouquin ou tel comics parce que oh là là, il y a un vaisseau de trop dans l'escadron. Mais c'était pas une critique de comment c'est utilisé, c'était plutôt genre c'est un détail rigolo. Mais on peut pas se baser là-dessus pour dire que c'est pas un duel ou que c'est un entraînement ou que mais on est en train de faire des théories là sur 15 secondes et demie de trailer. Bien sûr qu'on va aller décortiquer la forme de sabre laser. De bourdin là. Non monsieur, vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais le problème c'est que ça fait combien de temps que Disney a racheté Lucasfilm ? Ça fait depuis 2012. Ça fait depuis 2015 qu'on a des films. Donc là, on est bientôt à 4 ans. On a 4 ans d'analyse de merde, dont les miennes, qui se sont révélées fausses sur toute la ligne. Que tu ailles chercher dans l'ancien univers étendu, dans le canon, dans les comics, dans les tie-ins, etc. Citez-moi un truc qui a été révélé par les gens et qui s'est avéré vrai, il y en a zéro. Punto, nada,
niet. Donc à partir de là, des gens qui vont se monter la tête sur Darkrai ou sur une forme de sabre laser, je trouve juste ça ridicule, tu vois. Parlez-moi de mise en scène, parlez-moi de l'émotion, qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que vous avez peur que Star Wars ça devienne nain parce que vous avez peur que ça soit retcon ? Parce que ça c'est un vrai problème, tu vois, pour moi. Que les mecs soient en train de faire jouer avec leur sabre laser parce que bon, c'est pas très dynamique et tout, on s'en fout, c'est des jeunes de toute façon, on a le temps d'apprendre. Et bon, et alors du coup pour reprendre... Ouais, Benji, je t'ai coupé, ouais. Non, c'est pas grave. En plus je m'énerve sur Phobos parce que c'est même pas elle qui a fait le tweet, mais... Non, mais pas du tout. Et puis en plus, en fait, pour le coup... Après, je sais pas, il y a certainement des fans toxiques qui sont ultra nerds des formes de combat au sabre, mais globalement, je pense que faire une petite analyse en se disant « Oh, regarde, il se bat comme ça et tout », c'est plutôt mignon qu'autre chose. Mais ceci dit, moi, ce qui m'a frappé sur ce duel-là, c'était pas ça, parce que moi, globalement, les formes de combat, je les connais pas. Ceci dit, ça me fait toujours plaisir quand les gens en parlent, parce que c'est ce côté hyper nerd qui me fait bien marrer. Globalement, j'étais assez frustré de voir que leur style de combat avait pas évolué depuis The Force Awakens. Pas dans ce plan-là, en tout cas. Sur ce plan-là, et absolument, qui restait sur son parti pris de chorégraphie, qui était respectable pour The Force Awakens, parce que effectivement, c'est ça que racontait l'histoire, des gens qui étaient novices, qui n'étaient pas entraînés, que ce soit du côté de Kylo ou du côté de Rey, et donc, et puis en plus, c'était super frais de ramener des combats hyper bruts. Enfin, t'avais l'impression que des gamins qui se tapaient avec des bâtons dans la cour de récré. C'était super frais de ramener ça à Star Wars après la prélogie qui était plutôt sur des danses chorégraphiées. Mais c'est vrai que moi, les combats de la prélogie, ça me manque un petit peu. Mais ça me manque aussi, mais je pense qu'en l'occurrence, ils sont même pas conscients de ça. Je pense que J.J. Abrams, il a pas de notion de faut que ça virevolte. Je pense, pour le coup, tu vois, tu parlais de la manière dont on fait un film, etc., avec toute une équipe. Je pense qu'effectivement, les encyclopédies pour connaître les formes de combat, ils s'en foutent. Par contre, ils ont un chorégraphe, tu vois, de combat sur le plateau. Et tout comme un compositeur ou tous ces gens-là, tu leur donnes des instructions, tu as une direction artistique, et je pense qu'à un moment, on a demandé son avis à J.J. Abrams sur si on voulait que le combat il ressemble plus à ça ou à ça. Ouais, mais il a repris le même chorégraphe, donc c'est normal aussi que ça ressemble. Mais je pense qu'un chorégraphe, tu peux lui demander différentes choses. Je sais pas, parce que genre il y a des mecs, on en a parlé dans l'épisode Game of Thrones, que le mec qui entraîne Adam Driver, c'est aussi le mec qui a entraîné Kit Harington, et il y a des mecs qui ont fait des analyses comme quoi ils se battaient de la même manière. Ah, c'est possible ça, ouais. Et donc, du coup, pour avoir fait l'escrime, ça me paraît très possible. Parce que du coup, les maîtres d'armes ont un style et après, ils l'enseignent à tous leurs Orgucus. Ouais, mais tu vois, sur les quelques plans, là où on voit Kylo, je trouve qu'on retrouve quelque chose qu'il y avait dans l'épisode 7, c'est t'as l'impression que son sabre, il a du poids. Il est lourd, ouais. Voilà, alors que dans le 8, t'as pas l'impression que quand il donne des coups de sabre, t'as pas l'impression. Là, j'ai limite l'impression qu'il se bat avec une énorme épée, tu vois. C'est-à-dire que quand elle tape, elle touche le sol, faut la relever. Remate la scène du trône où son sabre bloque sur les gardes rouges, tu verras qu'il faut qu'il mette un peu de force. Mais je suis d'accord, il est peut-être plus léger. En tout cas, c'est vrai qu'en termes de duel de sabre, moi globalement dans Star Wars, j'aime un extrême et l'autre. C'est-à-dire que moi j'aime Obi-Wan et Dark Maul et Obi-Wan et Dark Vador. Voilà, exactement. Et c'est vrai que moi, par exemple, un de mes grands kiffs, ce serait de voir un réal faire du Kurosawa sur Star Wars, tu vois, parce que justement, Kurosawa, c'est un mec que j'ai découvert grâce à Star Wars assez récemment, et je vous conseille à tous d'aller voir si vous n'y êtes pas encore allé. Mais c'est vrai que des combats de samouraïs comme dans les 7 samouraïs, des combats de sabre comme dans Yojimbo, c'est magnifique, et c'est une sorte d'esthétique de la tension et de la rareté du coup, c'est-à-dire qu'un coup peut être décisif dans tout le truc, et c'est quelque chose de très cinématographique, de très spectaculaire en fait, tu vois, et c'est un truc que j'aimerais bien voir, et tout comme j'adore voir ces sortes de danses de Jedi au sommet de leur pouvoir, et c'est vrai que cette forme quasiment médiévale, quoi. C'est vrai que t'as l'impression qu'ils ont des énormes épées de chevaliers qui se les balancent très maladroitement en faisant des grands gestes. Bon, c'est pas ce qui me raconte. Après, il y a le lancer de sabre de Rey aussi qu'on voit qui s'entraîne dans la forêt. Donc, justement, ça, c'est quand même une promesse qui contrebalance les deux et que les deux se battent pas pareil, tu vois. Parce que, bon, tu regardes le combat Anakin Obi-Wan, ils se battent pareil, tu vois. Bon, après, ils ont grandi ensemble. Mais ça raconte quelque chose. Voilà, oui. Ça raconte autre chose, tu vois. Alors que là, qu'ils soient vraiment opposés, même dans leur manière de se battre, je trouve ça bien. C'est assez logique. Mais moi, je pense vraiment que le spectacle. Il y a quelque chose qui est bien, on le souligne. Ouais, c'est sûr. On arrête avec la négativité. Mais bien sûr, mais moi, c'est juste, je trouve que, en fait, et pour nuancer un peu ce que je dis, c'est juste que on s'engouffre
nous-mêmes, en fait, en étant des gens pas négatifs, hein, j'espère que je le suis pas trop. En tout cas, j'ai essayé de limiter la négativité sur Twitter depuis un moment déjà. Mais je veux dire, en prenant la parole sur des micro-trucs comme ça, en fait, on cristallise des débats sur fondamentalement des choses qui ne concernent pas Lucasfilm, tu vois, qui ne concernent pas les gens qui taffent là-dessus, tu vois. Il y a plus de réalisme il y a plus de trucs intéressants dans le fait que le maître d'armes d'Adam Driver, c'est le maître d'armes de Kit Harington, que dans l'analyse in-universe des différentes formes, parce que aucun film t'a parlé des différentes formes, et c'est pas canon dans la tête de J.J. Abrams, c'est pas canon dans la tête des scénaristes comme Chris Terrio, tu vois. Eux, ils écrivent juste un duel, et en l'occurrence, Abrams, c'est pas non plus le maître des chorégraphes, et tu vois qu'il y a limite, je pense que le gars va plus nerdiser sur l'eau et les décors de l'Étoile Noire qui bougeront derrière pendant qu'ils se battent, tu vois. Après, c'est possible que ça soit un entraînement, et ça serait stylé, j'y crois pas tellement, mais c'est vrai qu'il y a cette idée de team-up qui est revenue plusieurs fois. Je crois que c'est Bob qui dit ça, oui, mais c'est Abrams qui a choisi le chorégraphe, tu vois. Il y a ça aussi, il a quand même cette responsabilité-là aussi, c'est son choix. Oui, mais dans ce cas-là, il faut parler du chorégraphe et pas des formes, c'est ça que je veux dire. Tu vois, c'est intéressant parce que je me demande si tu te trompes pas un tout petit peu subtilement de cible, parce qu'en fait, je pense pas que le fait de penser in-universe soit l'origine de la toxicité dans le fandom Star Wars. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu dis on ferait mieux de s'intéresser à qui réalise, qui produit, etc., plutôt que des ça petits reste détails des films in-universe. avant d'être des films Star Wars. En vrai, si tu regardes les chaînes YouTube des mecs les plus réacs, les plus droitards, les plus toxiques de Star Wars, tu vas voir 15 fois plastronner la tête de Kathleen Kennedy. Tu vas voir, t'as une chaîne qui s'appelle Jar Jar Abrams. Tu vois, je veux dire, en fait, les fans toxiques, ils sont toxiques sur tous les pans de la... Ouais, mais moi je parlais même pas juste des fans toxiques, mais aussi juste simplement du débat, quoi. J'en ai marre de discuter avec des gens qui me disent moi j'adore ce comic soldo parce que c'est pas... passer à travers un vaisseau, c'est pas comme se suicider avec un vaisseau. Mais c'est bon, tu vois, genre c'est la même chose. À un moment, faut se rendre compte quand même qu'il y a un manque d'inspiration derrière Star Wars. Mais bien sûr. Et que c'est pas la sainte mère de tout le monde, et que il faut accepter aussi de le critiquer via d'autres, je veux dire, d'un point de vue un peu plus macro, quoi. Ouais. Quand t'arrives et que tu dis ce film là je l'aime pas parce que je l'en ai entendu, j'ai quand même des gens qui m'ont dit de toute façon c'est de la merde parce que les X-Wing c'est quasiment que les mêmes 30 ans plus tard, et t'es là genre putain, je suis fan de vaisseau, moi aussi ça me gêne un peu, mais je m'en branle, fondamentalement si le film est bon il est bon, quoi, tu vois. Ou si c'est ça ton seul grief par rapport au film, tu devrais l'avoir aimé, ça me paraît un micro détail, et je trouve le problème, c'est que quand on s'abaisse à ce niveau de nerderie, on cristallise, tu vois, des espèces de débats qui, en fait, sont pas du tout la réalité dans laquelle le film est fait. Et donc, en fait, on continue de parler de trucs qui, de toute manière, n'ont aucune incidence sur Lucasfilm. Alors qu'on pourrait peut-être leur dire, vos chorégraphies, elles sont molles, engagez un autre gars, tu vois, plutôt que de dire, ah là là, la forme 4, pas la plus spectaculaire, les gars, faut se réveiller. Après, moi, tu vois, dans mon expérience de la pop culture, c'est vrai que, et du coup, je vais finir là-dessus, comme ça, on n'en parle pas toute la soirée, mais c'est bien qu'on dévie aussi un peu. C'est vrai que moi, j'aime bien ces deux côtés-là du truc, en fait, tu vois, justement, à l'époque des DVD Star Wars, j'adorais regarder les making-of. Je faisais pareil sur les DVD de Harry Potter, et je pense que c'est ça qui a développé ma cinéphilie. Donc le côté, le vrai monde avec des gens qui font des films et réfléchir comment un réalisateur fait des choses. Et en même temps, c'est vrai que les délires de nerderie in-universe, moi, ça me passionne. Et d'ailleurs, c'est pour ça, et là, je m'adresse à JB, que je me suis spoilé tout Metal Gear Solid. parce qu'en fait, tu n'aurais pas dû faire. Non, absolument. Mais c'est vrai qu'en fait, je suis accro parfois à ce côté, tant que c'est mignon, tant que c'est gentil, tu vois, tant que ça fait de mal à personne, juste des gens qui vont s'arracher les cheveux pour savoir qui était la grosse conspiration derrière je sais pas quoi, alors qu'en fait c'était une retcon qui a été fait au 4e jeu vidéo, tu vois, et je pense que si on est un fan un minimum intelligent, on peut faire les deux en l'équilibrant. D'un côté, on peut savoir ce que font les créatifs qui travaillent sur un truc. Et moi aussi, j'essaye, et c'est le point vénator qu'on a fait avec Rémi dans le dernier épisode. Mais c'est juste, je trouve c'est un équilibre de plus en plus précaire. Et tu vois, pour aller dans un autre univers, par exemple, je veux pas un jour me retrouver dans un univers où le fandom Star Wars, c'est des gens qui font des mèmes avec Disney qui portent le cercueil de Netflix ou ce genre de délire, tu vois. Ou release the Snyder Cut ou ce genre de délire. Et ce genre de lubie, de fans, je pense, se nourrit un petit peu de ce côté vraiment nerd, tu vois, genre à la race,
à base de je ne tolère rien d'autre que ce que j'ai déjà vu. Et c'est comme ça que la franchise, dans 2 ans, c'est dead, tu vois. Et c'est aussi comme ça qu'on va se continuer, parce que d'un côté, il y a aussi beaucoup de gens qui sont en mode ouais, mais c'est toujours la même chose. Bah, mais en même temps, t'y vas. Si c'est pas la forme 4, tu nous fais un foin. Alors, je parle pas de cette pauvre dame qui a fait juste un tweet, mais c'est un bon exemple, tu vois. Moi je le vis aussi comme ça dans ma nerderie de Star Wars, c'est que plus maintenant que je suis entre guillemets un référent là-dessus depuis l'époque de Wikileaks, j'ai des gens avec qui je parle, et même mon fil Twitter est composé de gens qui parfois ont un truc qui est complètement déconnecté des réalités, et je pense pas que ça veut dire que tu vas devenir un harceleur et un gros connard sur internet, mais force est de constater que parfois ça n'élève pas vraiment le débat et ça rend pas fun la discussion autour de Star Wars en fait. Moi, quand on me dit c'est nul parce que de toute façon c'est nul parce que les bombes magnétiques dans l'espace elles devraient pas tomber comme ça, j'ai juste envie de mettre des grandes claques dans mon interlocuteur, et quel qu'il soit, hein. Et ceux que je respecte y compris, tu vois. Et j'ai des potes qui détestent The Last Jedi, et genre, mais pour des raisons mais complètement obscures, alors qu'ils ont jamais été fans de Star Wars, mais ils ont lu ce genre de truc, tu vois. C'est vrai qu'il y a des fans de Star Wars qui existent, qui sont dans cette mentalité-là, et c'est vrai qu'en fait, là où je placerais la limite, en fait, entre le délire in-universe que je trouve mignon, et là où je trouve que ça abaisse le débat, c'est quand en fait les gens considèrent que leur point de vue sur le lore, ça sert aussi de critique cinématographique sur le film. Oui. Et ça, c'est un vrai problème, effectivement. On l'a très bien résumé grâce à notre ami Benji. Est-ce qu'on voulait parler d'autres plans du trailer, du teaser après ce long épilogue? Bah ouais, quand même, le plan où on voit enfin nos 3 héros réunis. Putain, ça c'est une vraie critique, mon pote. Ça c'est un vrai problème. Quand même, on aura attendu 3 films avant ça, quoi. Enfin, on le a à la fin de The Last Jedi, mais c'est pas pareil. Oui. Cette petite vibe John Carter nous a fait plaisir. Vas-y, parle-nous-en. Non, mais du coup, c'est... que Poe est sexy, ça on le sait, mais... Alors, Poe est plus sexy que jamais. Et ça fait Poe, vraiment plaisir de voir, en fait, nos 3 petits héros principaux qui font des trucs ensemble, enfin, tous les 3. Et j'ai hâte de voir comment va s'articuler leur dynamique en fait entre les 3, et j'espère que ça sera bien géré, et ils ont l'air d'arriver dans un endroit où c'est plus ou moins une espèce de fête ou de festival, on sait pas trop, ce qui laisse aussi présager des scènes où il n'y a pas que la guerre tout le temps. Non, ils vont juste la ramener sur cette planète, un grand coup, tu vois. Ouais. Bon, on verra, mais ça serait cool qu'on les voit tous les 3 avoir ne serait-ce qu'un petit moment de répit entre toutes ces batailles. Là, pour le coup, c'est un truc dans lequel je fais 200% confiance à Abrams. Après, il avait Lawrence Kasdan qu'il n'a pas sur cet épisode-là, mais les interactions entre Finn et Poe dans The Force Awakens sont délicieuses, quoi. Vraiment, vraiment cool. Donc, Et c'est un truc sur lequel il était assez fort dans Lost, et que j'aimais bien, c'était vraiment ces moments de répit entre les persos où pendant quelques scènes tu respirais et genre c'était trop bien, et après ça repartait sur du mystère, de la tristesse et tout ce que tu veux, mais il était assez fort pour redonner un petit peu d'espoir et de joie, on va dire, dans son histoire. Il avait réussi à l'amener dans Mission Impossible. Les scènes entre Ethan Hunt et sa femme, elles sont trop bien, tu vois. Et elles sont là, elles font des respirations dans le récit. Là, on peut espérer le même genre de choses. Bah c'est vrai que moi pour le coup je suis pas le plus grand fan d'Abrams, mais ça c'est un truc que je lui reconnais avec plaisir, c'est que il est capable de faire du storytelling visuel, donc il a même pas nécessairement besoin de s'appuyer sur du très bon dialogue pour te raconter les interactions entre les personnages, et je pense que l'exemple du ship Finn et Poe c'est l'exemple le plus parlant, parce qu'en fait le ship il est parti d'un plan tu vois, t'as ce plan avec ce travelling rotatif et où ils vont se faire un câlin, et après t'as un cut et ta Poe qui se mord la lèvre, et c'est que du storytelling visuel, et à partir de ça les gens ont établi un ship, ce qui est super cool, et ça montre que globalement c'est, même si moi j'ai beaucoup de reproches à lui faire à Abrams, c'est pas un manchot quand il veut raconter quelque chose, et je trouve que les plans où les 3 sont réunis ils sont super iconiques. Ils sont très beaux. C'est vrai que sur le premier teaser, le plan où ils sont sur cette sorte de speeder complètement swashbuckling et tout, c'est top. Et c'est vrai que j'espère d'ailleurs que dans le film, on verra une portion raisonnable de ce côté un peu lumineux, un peu film de KPDP, d'aventure, et pas seulement le côté moody, Rey du côté obscur, de la pluie, des gens vénères, etc. Tu vois.
qui ramène un peu de fraîcheur et de côté un peu Amblin, tu vois, dans Star Wars. Ça, il sait le Complètement. faire, ça, Abrams. Du coup, Stormpilot, on y croit encore ou on n'y croit plus? J'ai envie d'y croire. Bah moi je pense qu'ils ont carrément intérêt à le faire, et je dis ça, j'essaye de prendre un ton menaçant même si j'y arrive pas, mais parce que c'est vrai que quand tu vois la manière dont ils en parlent dans les panels, je veux dire, s'ils se permettent d'en parler comme ça, de pas arrêter de vanner là-dessus pour ensuite pas le faire, je trouve que franchement ça dépasse la limite de l'irrespect, quoi. Voilà. Et puis ce serait un bon développement narratif, tu vois. Moi, contrairement aux invités précédents du podcast, je suis pas scénariste, mais c'est quand même un truc sur lequel j'aime bien nerder. Et quand même, c'est un exercice de style génial. Je veux dire, pour un scénariste, de créer une romance que les gens attendaient pas dans des canons hétéronormés, c'est super cool. Moi, si tu me demandes d'écrire Star Wars 9 et de faire embryonner la romance de ces deux-là, c'est fun. Donc, j'aimerais bien qu'ils y aillent. Et en même temps, c'est vrai que si tu me pointais un flingue à la tête et que tu me disais t'es obligé d'avoir raison sur ton pronostic, je te dirais je pense qu'ils vont pas le faire, mais ce serait très décevant. Moi j'y crois plus une seule seconde, de toute façon j'ai visiblement la négativité t'as plus d'âme, que j'ai référencé dans ce podcast m'a atteint, mais ouais, non, je pense pas qu'ils vont faire. Non, non plus, j'ai envie d'y croire, tu vois. Moi aussi j'ai envie d'y croire, mais j'ai envie, mais j'y crois pas. Mais parce qu'en plus je vois pas comment ils peuvent caler ça, il y a énormément de choses à gérer, ils sont rajoutés un Palpatine là-dedans, enfin... Après ça peut être marrant si ça sort un peu de nulle part, tu vois, genre un moment complètement épique, un peu comme celui de Rose et Finn où elle l'embrasse et lui il est en mode what, et là en fait c'est Poe qui fait et lui il est en mode genre oh yeah, tu vois, genre il refait le truc à la Ryan Johnson et il explique pourquoi, enfin tu vois, genre c'est limite un petit clin d'œil en mode ouais c'est pour ça qu'il a pas trop kiffé, tu vois, mais oui, pourquoi pas, tu vois, genre peut-être que ça peut être que ça, tu vois, peut-être que ça peut être juste un truc dans le moment, mais d'un autre côté je me dis putain, enfin... Est-ce qu'il y a... je sais pas, en fait j'ai eu l'impression qu'il n'y a pas de bon moyen de résoudre cette idée. Il y a eu plusieurs trucs qui ont brossé les gens dans le sens du poil, avec Reylo, avec d'autres trucs, et maintenant on a Stormpilot qui à mon sens a quand même, enfin l'idée de présenter une relation homosexuelle dans Star Wars est quand même vachement plus importante que tous les autres chips, mais pour le coup j'ai du mal à voir comment ça pourrait se caler dans ce film là, mais en même temps il y a un côté tu sais de chaos et d'apocalypse dans ce teaser, tu vois, genre c'est vraiment la fin des fins. Il y a le plan où il y a le plus de Star Destroyer de tout Star Wars, tu vois, et tu te dis genre ouais ok quand même il va se passer quelque chose. C'est vrai que l'échelle donne assez envie. J'aimerais bien retrouver ce que j'avais vu pour faire une comparaison, je veux pas abaisser Star Wars au niveau du Marvel Cinematic Universe, mais quand j'avais vu Infinity War, je m'étais dit ok, il se passe un truc, tu vois, la bataille au Wakanda, tu dis ok, ouais, bon les mecs, on fait péter les enjeux, tu vois, et j'aimerais bien voir peut-être dans le final trailer, tu vois, un truc qui me dit ok, il va y avoir une bataille, mais genre comme t'en as jamais vu dans Star Wars, ce qui paraît quand même chaud, parce que t'as déjà vu quand même des batailles aux proportions assez épiques, mais s'ils peuvent mettre en mouvement cette flotte fantôme, ça peut, tu sais, genre, ou alors elle run silent, tu vois, comme les sous-marins, en mode y a rien qui tourne, et d'un coup ils arrivent avec le Faucon Millennium et boum, le truc se réveille, et ça pourrait être super sympa parce qu'il y a ce plan d'ailleurs avec le personnage de Noah Miyaki et de John Boyega qui sont dans le cockpit du Faucon Millennium visiblement, peut-être avec Lando, donc on a un trio de personnages noirs, waouh, du jamais vu dans l'échelle de Star Wars. Sont-ils connectés? Est-ce tous les deux les enfants de Lando Calrissian puisqu'il a enfanté la moitié de la galaxie? Non, j'ai vu une théorie comme quoi il y a un mec qui rapprochait qu'il y avait un mec de l'univers étendu dont le nom de famille où le prénom était aussi Finn et qu'il avait une sœur et en fait qu'il apprenait qu'il était l'héritier d'une dynastie galactique et tout, et il rappelait aussi il reprenait d'autres éléments où John Boyega dans des magazines je crois polonais je sais pas quoi était décrit comme un prince. Mais en fait, je pense que c'est aussi parce que c'est mal traduit et qu'en polonais, peut-être ça veut dire prince et héros, tu vois, typiquement, un genre de connerie qui peut se perdre dans la traduction. Et en fait, le mec partait dans un délire conspirationniste à base de ouais, en fait, on a dit qu'on allait apprendre beaucoup. John Boyega a dit qu'on allait aussi apprendre beaucoup sur Finn, tu vois. Ça veut rien dire apprendre beaucoup du personnage, et peut-être aussi il va grandir, enfin être le héros qu'il rêvait d'être, tu vois, alors que c'est plus ou moins un déserteur encore dans Star Wars 8. Puis à la fin. Puis à la fin, bien sûr, mais enfin après il y a les actes et il est sauvé par Rose, et sinon il serait mort de manière débile.
Enfin, ouais, plus ou moins débile. Donc, je sais pas, je pense qu'il y a un vrai truc à raconter autour de ce personnage. Je pense pas du tout que ça va finir dans ce genre de reveal. Mais d'un autre côté, si je me dis, s'il y a bien un pingouin sur Terre qui est capable de nous sortir une connerie du genre, c'est J.J. Abrams. Donc, c'est ça qui est un peu emmerdant, tu vois. Il y a aussi beaucoup à faire sur Palpatine. Genre, en voyant le trailer, et je me suis dit, putain, si c'est un flashback, on a les rumeurs de Matt Smith, etc. C'est là où il est très fort. C'est qu'en fait, il arrive à connecter des trucs qui ont jamais été réels et qui ont été. Enfin, tu vois, là, le coup du magazine polonais, ou. Enfin, en tout cas, ça a l'air d'être une langue d'Europe de l'Est, je sais pas si c'est polonais, mais genre, t'as une photo de Finn qui date du trailer de The Force Awakens et tu te dis, du premier ou du deuxième, sans compter celui de décembre 2014. Donc tu te dis, le film il est dans la boîte depuis des milliers d'années, tu vois, genre c'est sûr que c'est pas un prince, jamais, tu vois, genre que ça a jamais été envisagé par la production. Mais d'ailleurs en ce moment il y a le mec qui écrit les Art of de Star Wars qui fait une série de threads Twitter, j'ai plus son nom, ça m'échappe, mais je vous retrouverai ça, je le repartagerai sur le compte d'Outrider, où il fait un Mythbuster spécial Star Wars parce qu'il y a tellement de mythes et de trucs sur c'est telle personne qui a écrit cette réplique, qui a improvisé tel truc. Et là, c'est un peu pareil. C'est genre maintenant, les gens font de la conspiration sur la promo de Star Wars The Force Awakens dans un obscur magazine de SF polonais, tu vois. Enfin, donc c'est un peu nimp, mais c'est vrai qu'on avait aussi lu un moment que Kylo Ren ce serait un prince, et techniquement, c'est le fils d'une princesse, donc pourquoi pas, tu vois. Mais je sais pas. Est-ce que Kylo Ren est une princesse Disney? Voilà, oui. Forcément, c'est une princesse, c'est la plus colérique de tous. Mais voilà, je pense qu'il y a un truc à raconter avec tous ces personnages-là. Lando, j'ai oublié le personnage de Naomi Aki, mais c'est pas Zori, non? Non, Zori c'est Kerry Russell. Je me demande si c'est pas Jaina ou un truc comme ça, mais bref, non. En A. Et bref. Il y a encore beaucoup de nouveaux personnages, tu vois, dans ce film-là. Ouais, puis il y a par exemple Rose qui encore une fois est là, alors qu'on l'a toujours pas vu dans le teaser, tu vois, genre qu'est-ce qu'elle a à faire. J'ai un peu peur qu'il la sorte de chapeau pour la caser dans une relation avec Finn. Ça, pareil, hein, c'est les lubies des gens. On n'a pas vu les Night of Ren. Alors qu'on sait qu'ils sont quand même sur cette planète. Moi, je reste persuadé. Si la fin du trailer, ça avait été un plan des Night of Ren, les gens se seraient excités, mais pour un bon truc, tu vois. Absolument. Très bon exemple. Mais d'ailleurs, je reste. Ça, pour le coup, c'est des théories perso, mais je serais pas étonné qu'il y ait un vrai délire à base de. Il y a beaucoup d'antagonistes dans ce film, et c'est possible que finalement Palpatine soit. C'est notre ami Raphaël que je salue lui aussi. Je suis devant le poster avec Palpatine, mais du coup justement que Palpatine soit juste une sorte de decoy narratif juste pour de l'exposition ou une espèce. On l'a vu, l'hologramme de l'empereur qui au-delà de la mort déclenche l'opération Cendre, où en fait l'empire rase ses propres capitales pour pas qu'elles tombent au bain de l'ennemi et tout. Donc il y a plein de trucs qui peuvent justifier le retour de l'empereur, et j'ose espérer autrement que par un fantôme de la force. Ce serait très abramsien et même très canien par rapport à ce qu'il a fait de Khan dans Into Darkness, où en fait pendant toute la promo il t'avait dit non, c'est pas Khan, alors que c'était complètement Khan. Et là de la même manière l'empereur est de retour alors qu'en fait il est pas de retour. Ce serait plutôt bien vu, et finalement ils auraient joué habilement avec les peurs et les attentes des fans. Mais encore une fois, imagine la réaction des gens qui attendaient le retour de Palpatine si c'est juste un hologramme pendant 2 minutes. L'enfer sur Terre en décembre. L'empereur qui revient en fantôme de la force, je trouve que ça n'a aucun sens par rapport à ce qu'il racontait dans la prélogie, en fait. Parce que dans la prélogie, l'empereur, avec quoi il tente Anakin? Avec la possibilité de la vie éternelle. Parfaitement. Et qui est-ce qui accède à la vie éternelle? Les Jedi, notamment Qui-Gon Jinn. Tu vois, donc que l'empereur ait accédé à ça, je trouve que ça n'aurait aucun intérêt. Ce serait un contresens complet, et pour le coup, autant j'aime bien un peu me moquer de tout ce qui est saga du clone, que en comics Star Wars, en comics Spider-Man, un peu partout, globalement les clones c'est souvent une très mauvaise idée. Mais je trouve qu'effectivement, ça a beaucoup plus de sens dans ce qu'essaye de raconter Star Wars. Les Sith, en fait, je veux dire, c'est très basique, mais ils se foirent tout le temps quand ils essayent de faire un truc. Ils font toujours les trucs de la manière la plus dégueulasse qui soit. Tu vois, s'ils sont obligés de soigner quelqu'un, ils vont lui mettre des bras bioniques, ils vont lui mettre des assistances respiratoires. Ça fait Dark Vador, c'est hyper dark, c'est trash, etc. Pour accéder à la vie éternelle, il faut faire des clones. Enfin, tu vois, les mecs sont dégueulasses, et c'est pour ça que c'est eux qui ont tort, tu vois. Même si évidemment on peut réfléchir le lore de Star Wars de manière
manière un peu plus postmoderne et se dire les Sith ils ont pas tout le temps tort. Globalement c'est un peu ça que ça raconte. Et les êtres de lumière, parce qu'ils acceptent leur propre mortalité, eux ils arrivent à revivre. Et donc c'est vrai que ça fait longtemps en plus qu'on en parle de cette histoire de fantôme Sith, parce que dans Art of the Force Awakens il y avait déjà cette idée là. Et c'est vrai que honnêtement s'ils pouvaient s'en passer, moi ça me ferait plaisir. Après justement pour citer Bob Ospian qui était dans le podcast la dernière fois, il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a que des mauvais traitements. Chaque fois que quelqu'un dit ça, un porc meurt. Non, mais à la limite, pourquoi pas, tu vois, c'est vrai que, évidemment, c'est un peu idéaliste, cette maxime, mais je pense que tu peux dire des trucs intelligents. Moi, j'aime pas les fantômes de la Force dans la trilogie originale, je trouve qu'ils auraient dû toujours... Non, c'est vrai ? Ouais, je trouve ça vraiment flingué. Je pense qu'ils auraient dû se contenter d'une voix off, tu vois, et genre, pour le coup, le premier teaser m'avait vachement rassuré avec la voix de Mark Hamill, tu vois, qui est juste là, en elle, en raid, tu vois, je trouve ça vachement plus classe que d'avoir un personnage dans le fond en bleu et du coup celui du méchant il sera rouge, enfin c'est teubé, tu vois, genre, ce que j'adore c'est pas 2019 compatible en fait, je trouve. Ce que j'adore avec les fantômes de la Force, c'est que dans le retour du Jedi, Obi-Wan il a besoin de s'asseoir, donc il est quand même fatigué, ouais, genre, il a mal aux jambes le mec. Non mais au-delà de ça bah voilà, j'ai dit ce après que je déteste, mais j'adore la réapparition de Yoda dans The Last Jedi, tu vois. Mais c'est génial. Mais ils avaient quand même atténué justement l'aura autour de lui, au bout d'un moment il devient réel. C'est un bonhomme bleu transparent là. Il est vraiment là. Il est vraiment là. Non, mais et puis tu vois, bah, justement pour justifier la maxime que je viens de sortir, pour moi Rian Johnson c'est ce genre de mec, tu vois, c'est un mec qui fait des trucs super chelous, qui prend des virages hyper abrupts, mais globalement je trouve qu'il arrive à le justifier parce que c'est un mec intelligent. Et d'ailleurs moi globalement je respecte vachement l'avis de certaines personnes que j'aime bien qui n'aiment pas le film parce qu'ils considèrent que en tant que cinéma le truc est bancal et raté. Et d'ailleurs je suis un peu d'accord avec ça, mais moi j'adore le film parce que théoriquement, tu vois, tu sens que le mec il est intelligent, quoi. Il a réfléchi, il dit plein de choses super sur l'univers de Star Wars. Et c'est vrai que là, J.J. Abrams, je sais pas ce qu'il a envie de nous raconter. Et là, en fait, le truc c'est qu'il a énormément de responsabilités. Et j'ai un peu l'impression qu'il arrive comme un gros rouleau compresseur, tu vois. J'ai un peu peur du résultat. J'ai un peu peur que ça détruise 2-3 arcs narratifs entre temps, quoi. Mais bon. On verra le 18 décembre prochain. D'ailleurs, notre amie Naomi Akid joue bien un personnage qui s'appelle Jana, qui n'a rien à voir avec Jenna Solo. On sait pas encore. On sait jamais, hein, peut-être. Voilà. On a fait le tour. Il y a un autre plan qui vous a marqué. Moi, j'adore le plan où j'aime beaucoup comment la caméra cadre Kylo Ren pour que le sabre arrive limite dans l'angle inférieur droit de cette caméra, justement. Enfin, je trouve assez badass le plan. Et de toute façon, j'aime bien ce personnage. Il y a ça, il y a les plans de Rey qui semblent s'entraider dans la forêt. Ouais, avec le lancer de sabre qui a l'air assez cool. Qu'elle rattrape avec son bâton en même temps dans l'autre main, donc tu sens qu'elle essaye peut-être de trouver un style de combat nouveau ou de continuer des gens. Ça me paraît très tôt dans l'arc de Rey. Ça paraît un peu tôt, ouais. Et ouais, on a à peu près fait le tour parce que... On a vu quand même Carrie Fisher. Ouais, on voit Carrie Fisher, ouais. Qui est d'ailleurs moins lissée que dans The Force Awakens. J'ai vu des gens comparer les plans d'elle avec The Force Awakens. Ah ouais. Ouais. En fait, ils ont. Bah après, c'est assez normal puisque c'est des plans de The Last Jedi. Donc du coup, ouais. Moi j'avais cru entendre qu'il utilisait des plans de The Force Awakens, non ? Non, c'est des plans de The Last Jedi. Et d'ailleurs, il me semble, à vérifier, après peut-être les deux, c'est possible qu'il y ait du matériel sur les deux aussi, puisqu'il y a pas mal de scènes coupées d'ailleurs justement avec Leia dans The Force Awakens. Mais tu vois qu'elle est vachement plus proche de The Last Jedi, où Rian Johnson a pas trop essayé de camoufler sa vieillesse, tu vois, elle avait l'air quand même un peu plus fatiguée, ce qui allait aussi avec le personnage, qu'à un moment elle finit un peu sur un lit d'hôpital, etc. Mais t'as le fameux plan où elle est en robe à la fin de The Force Awakens quand elle dit au revoir à Rey et tout, où genre là, t'as l'impression qu'elle est méga lissée, tu vois, genre, et tu vois les deux images. Franchement, je crois que c'est justement Grushkov qui a repartagé ça, et j'avais un peu halluciné. J'étais là genre ah ouais, c'est vrai que j'avais pas capté qu'ils avaient à ce point retouché son visage, tu vois. Donc je trouve ça assez cool qu'on soit dans la continuité, et puis par respect pour le perso et l'actrice aussi, tu vois. Ça a l'air d'être cet endroit où on l'avait déjà vu dans le teaser précédent, donc cet environnement assez forestier. Il y a ça aussi, putain, c'est toujours, à part l'étoile noire dans l'eau, c'est toujours la forêt, la neige, le sable. C'est un peu... Il n'y a pas non plus 90 000 climats dans le monde. Non, mais tu peux imaginer des climats. Oui. Des planètes extraterrestres. Je sais pas, tu peux te dire ta forêt, les arbres ils sont bleus, pas verts, enfin j'en sais rien, mais
C'est une petite correction sur Photoshop. Ouais, moi je trouve que George Lucas il était assez créatif, tu vois, dans la prélogie. Ah non, mais c'est un truc. J.J. Abrams dans Star Trek Into Darkness, ça s'ouvre quand même sur une forêt avec des feuilles rouges, tu vois, et bleu turquoise. Donc, et je trouve hyper beau cette scène. Une très très belle séquence d'ouverture. Ça sature la gueule de couleurs, mais tu te dis, ok, je suis pas sur Terre. Absolument. Bon, après, c'est peut-être plus Star Trek que Star Wars. Mais c'est un truc, c'est un peu HS, mais rétrospectivement, c'est un truc qui me donne énormément de respect pour la prélogie, tu vois. Le fait que, quitte à se foirer, il est fait tellement. Il est débordant d'imagination. Et enfin, je dis il, évidemment, toutes les équipes. Mais du coup, il lance ses équipes sur plein de designs qui, la plupart du temps, se foirent. Tu vois, je veux dire, on a Dexter, Jester, enfin, design affreux. Mais globalement, c'est très créatif. Et c'est vrai que j'espère que dans le film, on verra 2-3 petites choses qui fourmillent un petit peu d'imagination et pas juste des retreads de choses qu'on a déjà vues. J'ai envie de dire, ce bon Dexter a créé un Jedi dans le Clone Wars de Filoni qui a un double sabre laser, donc, parce qu'il a 4 bras, donc rien que pour ça valait le coup. On a fait le tour de ce petit teaser, je crois. Ouais, désolé pour les apartés, mais je pense que c'est plutôt bien pour le coup. Vous êtes dans votre rider, un endroit où on ne nerde pas trop sur les formes de sabre laser, ni même sur les types de vaisseaux, si on le fait un petit peu. D'ailleurs, le plan sur l'Alliance Rebelle, il y a des gens, ils m'ont fait, où les vaisseaux de l'Alliance Rebelle, ils ont fait, regarde, c'est notre rider, c'est notre rider. J'étais là, non, c'est pas notre rider. Pas encore. Il y a un peu une forme de saucier, hein, un peu, du coup, effectivement, de soucoupe. Donc il a un design, l'Outrider. Ah oui, il est là, regarde. Il est là sur mon bureau, mais on en parlera tout de suite en off. Série Disney+, Dash Randar, hop, carrément. Non mais c'est ça, c'était le tweet, le premier tweet que j'ai retweeté à la D23, c'était Give me my Dash Randar Disney+ series. Et tu fais revenir, encore une fois, Lord et Miller et tu leur dis, ok, vous vouliez faire de Han Solo un débile, bah prenez la version débile de Han Solo. Regardez, on vous a casté Karl Urban, il est parfait. Karl Urban en violet, tu vois, genre. Non, moi je trouvais que Channing Tatum et Jonah Hill en robot, je trouvais que c'était pas mal, mais en plus ils ont déjà travaillé avec eux, tu vois, genre. Et au moins tu me proposes un ton qui est nouveau pour Star Wars. Bon, après c'est peut-être pour ça que je serai jamais engagé chez Lucasfilm. Bref, on passe à la conclusion tout doucement. Ça. Merci de nous avoir écoutés pour ce 25e épisode qui fait combien de minutes exactement, mon cher Gibouille, pour l'instant ? 1h50. 1h50, ou écoute, c'est pas mal pour un débrief. On vous l'a dit, hein, l'épisode, Outrider passe en épisode mensuel maintenant. Après, on s'interdit pas d'en faire plus si l'actu le permet. C'était le cas, bien évidemment, avec l'M 23, notamment parce qu'on a eu le teaser, sinon ça aurait peut-être été un petit peu pauvre. Et ça nous a permis d'avoir un débat un peu plus philosophique sur l'impact des images sur le fandom. Donc, j'espère que vous considérez ça comme des petites cerises sur le gâteau plus que comme des apartés un peu chiants. Dites-le nous dans les commentaires, parce que notre intention ça a toujours été d'éditorialiser Star Wars, quitte à ce qu'on se fight un petit peu, plutôt que dire c'est super beau, mais ils sont où mes Twi'lek à poil. Galaxy's Edge. À Galaxy's Edge, apparemment dans l'hôtel, si tu payes un petit supplément à l'accueil. Bref, j'ai lâché un bref et JB est pas content, tiens j'en lâche un autre. Bref, voilà ce qui nous attend dans Star Wars désormais. Donc en octobre on a Résistance saison 2 dont on a eu un teaser la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, on n'en a pas parlé, mais bon globalement c'est la suite directe de Star Wars Résistance, donc je vous revois à l'épisode... Il y a quelques épisodes. Ouais, il y a quelques épisodes où on parlait avec Charles de Résistance saison 1, mais en gros si vous n'avez pas envie de vous la retaper, je rappelle comment c'est l'épisode 15. Et comme ça, vous pourrez prendre la saison 2 en cours de route. Il n'y a pas encore de date, mais c'est en octobre, donc c'est bientôt. Le 4 octobre, c'est le Triple Force Friday, donc la sortie des produits dérivés The Rise of Skywalker, pas de The Mandalorian et Jedi Fallen Order. Le 12 novembre, le premier épisode de The Mandalorian. Le 15 novembre, Jedi Fallen Order, donc 2 jours plus tard. Le 18 décembre, The Rise of Skywalker. Et février 2020, Clone Wars saison 7. Donc ça veut dire que, en gros, à partir d'octobre, c'est non-stop. Puisque janvier est généralement le mois consacré à J.J. Abrams, où insérer un nom de réalisateur justifie telle scène dans The Rise of Skywalker. En tout cas, c'était comme ça pour les 2 premiers, donc il n'y a pas de raison, même pour Rogue One, avec des sujets différents, notamment les reshoots. Mais généralement, janvier, on a un peu de taf à faire pour dénicher la true news de la fake news. Mais c'est notre boulot, nous sommes des contrebandiers, mais nous ne vous servons pas d'infos de piètre qualité. Tout est
l'épice la plus raffinée est à bord de ce vaisseau. Bref, je voulais vous remercier Benji, JB, Phobos pour votre participation. Merci à toi. Je voulais vous remercier auditeurs et auditrices, notamment pour avoir supporté mes apartés et ma prononciation parfois un peu limite. Je n'articule pas très bien car c'est mon 2e podcast aujourd'hui, donc c'était un peu compliqué, mais voilà, vous pourrez me retrouver bientôt sur Comics Blog. En attendant, vous pouvez aussi nous retrouver sur Actionneur parce qu'on a fait un épisode Indiana Jones qui est pas très loin de Star Wars. Et vous pouvez réécouter l'épisode précédent de Outrider qui est dédié aux 20 ans de Lego Star Wars, qui est à mon sens l'un des meilleurs épisodes qu'on ait jamais produit. Donc, c'est vrai qu'il était sympathique. Il était vraiment cool. Moi qui ne suis pas friand des Lego Star Wars, je trouve que j'ai passé un bon moment. Ouais. C'est un podcast plein d'amour. C'est un peu, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que souvent les épisodes où on passe un bon moment, c'est aussi un bon moment pour vous. Et les épisodes où je me rends compte que je suis en train de râler et que comme ce soir, voilà, comme ce soir, c'est peut-être moins bien. Mais j'ai dit du bien de The Mandalorian et de tout un plein d'autres trucs. Donc retenez pas ma charge contre cette pauvre dame qui parlait de la forme 4. Où c'est qu'on peut vous retrouver? Quelle est votre actu? On va commencer par Benji. Donc tu nous as parlé. C'est très gentil. Le podcast Logos. Voilà, c'est ça. Donc Logos. Le mot grec. Du grec. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, j'ai des potes qui, en leur disant que j'allais intituler mon podcast comme ça, qui me disaient oh mon dieu, c'est super prétentieux, ça fait philo et tout. Mais je le vois pas du tout comme ça. C'est juste parce que c'est un podcast de conversation, donc c'est du logos, quoi. Tu vois, c'est ça qu'on fait. On blablate, on parle. Et justement, j'ai envie que ce soit sans prise de tête. Et honnêtement, je serais super content d'inviter les 3 personnes à cette table. N'hésite pas. Voilà, chacun pour parler de sujets. MGS du coup avec JB. À fond, oui. Mais de sujets qui vous passionnent, parce que l'idée c'est que moi j'ai envie d'apprendre avec des gens qui sont fans de certaines choses. Je crois qu'on peut aller chez lui et lui raconter les Résidorus. On peut faire ça. Je pense que les gens sont en demande d'un épisode sur Warhammer, enfin d'un podcast carrément sur Warhammer 40 000 auquel je pense beaucoup trop. Mais donc Logos, vous pouvez trouver ça sur Twitter @logospod. Vous pouvez trouver ça sur iTunes, sur Spotify et un peu partout. Ça s'appelle Logos. Sinon, si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Twitter pour avoir mon actu, notamment parce que je suis en train de concocter un album et j'avais déjà annoncé une date de sortie que j'ai pas réussi à honorer, et ça fait genre déjà plusieurs mois que j'ai annoncé ça. Donc le plus facile c'est de me suivre sur Twitter, donc c'est @benji_du91. Et sinon, si vous voulez écouter la musique que j'ai déjà publiée, c'est sur iTunes, Spotify, etc. sous le nom Benji B. Donc BEN espace DJIBEH comme un nom de Star Wars. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi entendre ma musique dans ce bon podcast. Et en parlant de musique, on peut officiellement écouter donc la musique de Benji B, notre Rex à nous, mais aussi de DJ Rex dans la cantina de Olga sur Galaxy's Edge, enfin sur Batuu, puisque la première mixtape de DJ Rex est disponible sur toutes les plateformes de streaming et avec des morceaux qualitatif, je me suis ambiancé dessus, Constance était mort de rire. Ah, je le savais pas, je vais écouter ça tout de suite après. Ah ouais, je vais te mettre un morceau, tu vas t'ambiancer, il y a même des morceaux rap. JB, quel est ton actu? Ou est-ce que t'avais fini, Ben? Ouais, absolument. Très bien. T'avais fini? Mon actu, j'en ai pas beaucoup en ce moment parce que j'ai beaucoup de travail. C'est la rentrée, donc j'ai beaucoup de taf. Beaucoup de podcasts à monter, mais je préparer. trouve quand même le temps d'enregistrer 3 podcasts cette semaine. Donc celui-là, hier on a enregistré avec Constance et Océane un épisode du Lemon Adaptation Club sur Transformers. Et ce week-end, la DTA est grande. C'est un actionneur, c'est ça qu'on enregistre? Un actionneur spécial voilà, qui est dirigé par notre ami Phobos. Voilà, c'est un point Phobos géant. Toute mon actu cette semaine, c'est Phobos, donc je lui passe la parole. Merci. Donc, comme JB l'a dit, vous pourrez entendre ma douce voix dans le prochain numéro du Lemon Adaptation Club, où on revient sur toute la saga Transformers par Michael Bay et Michel Bay. Qu'est-ce qu'il dit à Michel Bay et à Travis Knight, bien sûr, avec Bumblebee. Et puis, effectivement, en préparation, un numéro spécial d'Actionneur dont on parle depuis longtemps sur les parcs d'attractions et en particulier sur les attractions liées aux films d'action, bien entendu. Et donc, on enregistre ça à la fin de la semaine. Moi, je voulais juste faire un petit coucou à nos potes du Lemon Adaptation Club, justement. D'abord parce que c'est eux qui m'ont encouragé à faire des podcasts, donc je les remercie tout plein. Et puis aussi parce que j'ai eu la chance d'être dans leur double épisode immense sur Alan Moore, et franchement c'est un des trucs préférés que j'ai jamais enregistré.
J'ai eu beaucoup de chance de faire partie de ce truc-là, beaucoup de gens très érudits, très très bons, et donc vraiment, je vous encourage à aller écouter ça, c'est vachement bien. Merci à tous. Eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Écoutez tout un tas de podcasts avec des gens aussi cool, mais pas aussi cool que les contrebandiers à bord de ce vaisseau, mais quand même des gens plutôt cool. Voilà, passez une bonne fin d'été, une bonne rentrée. On est avec vous. On revient très vite avec un épisode thématique pour septembre. Octobre marque les 20 ans de la menace fantôme, donc vous savez ce qu'on doit faire. Le Qui-Gon Jinn. Le Qui-Gon Jinn. Et potentiellement un épisode, le premier drunk épisode de The Outrider, à votre demande, à la demande générale de Jean-Baptiste Ballier, surtout. Bref, prenez soin de vous, des gros bisous, que la force soit avec vous, partagez ce podcast, c'est très important, mettez-lui toutes les étoiles, les pouces en l'air, les meilleures notes possibles, filez-nous des dataries par des moyens plus ou moins légaux, on prend aussi les bâtons de la mort, les épices, un peu de carburant, enfin tout ce que vous avez sous la main, on prend tout, mais surtout on prend tout votre amour, et à très vite dans l'Outrider. Bisous. Salut. Ciao.